N'étiez pas là quand les hommes ont maîtrisé le feu, se sont couverts de peau de bête ou ont créé la roue de vélo. Vous n'étiez pas là lorsqu'ils ont inventé l'algèbre, bâti les pyramides de Gizeh ou peint la Joconde. Vous n'étiez pas là lorsqu'ils ont fabriqué le papier, construit le premier amphithéâtre, calculé la gravité ou permis aux hommes de voler. Vous n'étiez pas là lorsqu'ils ont composé les grands classiques, découvert les antibiotiques. La plupart n'ont plus la nationalité camerounaise, mais ils passent leur temps à collecter des fonds. Je vais dire une chose, je ne vous trahirai jamais. C'est pas vos parents qui ont fait ça? Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Bonjour. Vous regardez Feedback. Un feedback exceptionnel parce qu'à mes côtés aujourd'hui, j'ai Antoine Bach 2.0 que vous connaissez déjà et Antoine Bachot, votre humble serviteur en toute simplicité. C'est la deuxième fois qu'il accepte mon invitation. C'est un intellectuel qui a la tchatche. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et se cache. Il a grandi avec des beignets H. A évité la mauvaise compagnie pour ne pas se retrouver en train de vendre du H chiche. S'est retrouvé dernièrement devant un arrêt-bus, pensant retrouver un activiste pour discuter cordialement, mais c'était plutôt un combat de catch. Il s'est éloigné de la basse, et ça, il faudrait que les gens le sachent, tout simplement parce que des gens pensaient que des autorités, il aurait perçu beaucoup de cash. Alors, il n'y aura pas de cash-cash, je vous le dis tout de suite. Mon invité, c'est Monsieur Serge Onango. Ne bougez surtout pas. À tout de suite. Salut, je suis l'artiste Barbara Clémence. Je vous invite à vous abonner sur ma page Facebook Fan Barbara Clémence. J'ai un nouveau bébé qui va naître bientôt au mois de novembre. Ce bébé qui a 9 membres. 9 membres, ce bébé qui s'appelle Laissez parler les gens. Alors, je vous aime. Merci pour votre confiance. Merci de croire en moi. Merci. Je vous bisoute. Barbara Clémence, yeah, yeah, yeah. Et puis c'est tout, à chacun son goût, avec toi c'est tout. Comme moi un coup, j'ai pas frappé ma poitrine, je ne dirai pas tout. Bonjour, je suis l'artiste Fiston Tokoto, auteur-compositeur. 4 maxi singles sur le marché et pour une fois nominé au Best Award 2019 du prix Diaspocam qui aura lieu à Paris le 7 décembre. Je suis nominé sur la catégorie meilleur artiste espoir de la diaspora. Donc je vous invite tous de voter pour moi sur le lien www.diaspocam.com. Allez-y, votez pour moi. Vous ne serez pas déçus. Et je sais que beaucoup de personnes ne me connaissent pas encore. Je suis Fiston Tokoto. Pour ceux qui sont curieux, allez sur le lien Fiston Tokoto dans YouTube, tapez-le et vous verrez ce que je sais faire. Vous ne serez pas dessus. Je suis Fiston Tokoto, je vous kiffe. Salut.
Finally, problème, ma boya, toujours absent, toujours parti, il est toujours sorti, et qui est ma boya, ma boya. Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Miloko, le Son of God. Alors, chose promise, chose due, le CD est disponible dans tous les bacs au niveau du Cameroun et au niveau de Amazon en téléchargement. Alors, les 40% de l'album God Power, comme je le dis depuis, seront reversés aux populations du Nord et du Sud-Ouest, les déplacés. Et la suite sera pour les orphelins de tous les orphelinats du Cameroun. Et nous avons choisi de visiter les orphelinats qui sont reculés, qui sont loin, qui sont dans les villages. Alors achetez cet album. Il est à 2000 francs seulement pour aider un enfant, pour sauver une vie, pour participer à l'élan de paix, à l'élan social. Pour mon pays, pour notre pays, le Cameroun. Lorsque le corps et l'âme se séparent vers un autre monde, la vie après la mort, la résurrection. Yahweh, sauve-moi, ne me laisse pas sombrer dans la vie. Bon retour à toutes et à tous. Comme je vous ai dit à l'entame, je reçois un intellectuel, Monsieur Serge Anango. Nous allons faire le tour. Bonjour, Monsieur Anango. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Enchanté, ravi de rejoindre une fois de plus ton plateau. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur Feedback. La dernière fois, nous nous sommes séparés à cause des impératifs que nous avons au quotidien et en plus, l'actualité nous impose certaines nouveautés. Aujourd'hui, avec les différents changements de position dans la révolution, je voudrais savoir, Monsieur Anango, qui était exactement Monsieur Anango avant et quel est votre véritable combat? Ah, disons, là, ça tape direct dans le lard. Là. La question va direct là. Alors oui, effectivement, il est important, c'est que moi j'ai toujours passé le temps à dire à mes frères africains que avant d'aller attaquer les gens sur certaines positions, il faut toujours amener à ce qu'on appelle en physique le référentiel. C'est-à-dire que le référentiel, c'est quelque chose par rapport auquel on se situe. C'est comme un standard, c'est comme une norme en fait. C'est-à-dire que on est conforme à quelque chose. Pour ce qui est le cas, par exemple, du déplacement de l'homme, la vitesse n'a de sens que si on est dans un référentiel. Beaucoup de gens disent cette voiture va très vite, machin bidule. Donc, pour que les gens comprennent ce qu'on appelle référentiel, la vitesse n'a de sens que par rapport à un référentiel. Par exemple, une voiture qui va à 130 km à l'heure, elle n'est pas allée à 130 km à l'heure que par rapport à un observateur sur le bord de la route qui est fixe. Par rapport à un motard qui suit derrière à 50 km à l'heure, cette voiture va plutôt à 80 km à l'heure. Et par rapport à un TGV qui va à 300 km à l'heure, cette voiture va à moins 170 km à l'heure. C'est-à-dire qu'elle est en retard de 170 km à l'heure par rapport au TGV. Donc, on ne situe la vitesse que par rapport à ça. Et j'ai toujours dit à nos amis camerounais, le tort qu'ils ont, c'est de vous reprocher quelque chose sans être dans le même référentiel que vous. Par exemple, si vous êtes très porté sur la tradition et que vous voyez quelqu'un qui s'en fout complètement de la tradition, c'est pas la peine d'aller lui faire les morales qui ne sont valables que dans ton référentiel à toi. C'est sûr que dans ton référentiel à toi, la tradition, elle est très importante. C'est celle qui dicte ton comportement. Mais dans le référentiel d'un autre, c'est la justice des hommes, la loi. C'est-à-dire que tant qu'il considère qu'il n'a pas violé la loi, on n'a rien à lui dire. Même si après, c'est contradictoire à votre tradition. Les deux ne peuvent pas s'entendre parce qu'ils ne sont pas dans le même référentiel. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est... vous ne pouvez pas être religieux et vous faites des morales religieuses à quelqu'un qui est complètement athée. Vous parlez de blasphème. Le blasphème n'a de sens que si la personne est croyante. Moi, si je dis au juge en mère de Dieu, ce n'est pas un blasphème pour moi vu que j'y crois pas. Je pars du principe qu'il n'existe pas, donc je ne considère pas que je commets une infraction à partir du moment où cette personne n'existe pas. Si je dis j'emmerde la chaise qui est devant moi, on ne va pas me porter plainte. Donc, il est toujours important. Et chez nous, on a tout le temps les gens qui vous voient
vous impose leur référentiel à eux. Il est porté sur la tradition et t'oblige à être porté sur la tradition. J'ai récemment un de tes confrères, de vos confrères, monsieur Jackie Moifo, que j'avais eu le plaisir d'ailleurs d'intervenir dans son plateau, qui a osé m'expliquer qu'en tant que mon grand frère, il m'interdisait de prendre des positions contre les traditions africaines. Je lui ai dit, mon cher ami, c'est pas peut-être parce que je t'ai expliqué que je connais ton petit frère avec qui je suis allé à l'école, que ça veut dire qu'il y a une familiarité entre nous qui te permet de venir m'attaquer sur ces points-là. Viens avec tes arguments. Tu me dis pourquoi tu crois que la tradition c'est une bonne chose pour l'Afrique et je te dis pourquoi je pense que c'est une catastrophe pour l'Afrique et on débat. Ne viens pas m'expliquer que tu es mon grand frère, machin bidule. C'est ça le problème en fait. Moi, mon expérience est que si j'avais voulu me conformer aux traditions, ça aurait été un frein pour moi. Après, je peux comprendre que toi, tu as trouvé la paix dans mon propos. Mon propos, c'est que je ne suis pas contre, je n'ai pas de problème contre M. Biya en tant qu'être humain. Ouais, Biya, c'est le papa de quelqu'un, même si ça m'est arrivé pour faire un peu le buzz, de m'attaquer, de lui donner, de dire une expression envers Biya que j'ai l'habitude de dire à tout le monde. L'expression que j'ai servie à Paul Biya, où on a dit que j'ai attaqué ses parties génitales, c'est une expression que c'est moi qui ai quasiment institutionnalisée sur Internet. Donc, à partir de ce moment-là, quand je considère que n'importe qui le mérite, je balance. C'était pas. En réalité, je n'ai pas de problème avec M. Paul Biya. Je n'ai pas de haine contre M. Paul Biya. J'ai un problème avec la façon dont il gouverne le Cameroun. La façon dont il gouverne le Cameroun conduit le Cameroun au désastre. De même, Monsieur le Premier ministre, que j'ai un problème avec tous ceux dont leur comportement conduit à mener le Cameroun au désastre. Ça a toujours été ça, mon combat jusqu'ici. Et dans ce combat que je mène depuis environ 5 ans, 2014, je n'ai pas d'amis. C'est-à-dire que tu auras beau être mon du pote, si tu as un comportement que je considère de nature à être nuisible pour l'évolution du Cameroun, tu es mon ennemi. Même si on a passé, même si on vient prendre un verre ensemble. Et ça, c'est quelque chose que nos amis ont souvent du mal à comprendre. C'est-à-dire que eux, ils sont entrés dans une résistance avec comme carburant une haine anti-Biya. Et ne vous jugent qu'au travers de ce filtre. Mais excusez-moi, dans le cadre de mon activisme passé, je regrette sincèrement, et beaucoup d'entre eux le savent d'ailleurs, hein, parce que la question, ça ne date pas d'aujourd'hui, j'ai perdu mes 4 pages Facebook, mes 4 comptes Facebook, donc je n'ai plus d'historique j'ai pas l'historique de mon activité sur Facebook, je les ai tous perdus. Mais il est important de rappeler que celui que j'ai le plus taillé en pièces pendant les 5 dernières années, c'est M. Paul Biya. C'est le clan de M. Paul Biya. J'ai pris parfois les photos de Jacques Famendongo que j'imprimais sur mon ordinateur, j'allais mettre dans la cuvette des toilettes et je filmais pour dire que c'est ce qui représente pour moi. J'ai taillé ces gens-là. Aujourd'hui, ces gens sont plus compréhensifs avec moi. C'est-à-dire que les sardinats, si on veut parler comme ça, ils sont mes cibles depuis 5 ans. Mais pas que. L'un de mes combats, ça a toujours été la sale mentalité. Ces Camerounais qui laissent sa saleté devant chez eux pour venir sur Internet se plaindre des langages orduriers. Je considère qu'un langage ordurier ne me gêne pas. Par contre, si on laisse sa poubelle, si j'ai un tas de poubelles devant chez moi, ça peut me pousser à avoir des insomnies, ça m'empêche de dormir. Or, le Camerounais, c'est tout l'inverse. Il a un bac à ordures, il a un tas de poubelles qui couvre quasiment sa maison. Ça ne le gêne pas. Il l'enjambe le matin, laisse ses enfants passer par là pour aller à l'école, et il vient sur Internet nous parler de langage ordurier ou de langage approprié ou je ne sais trop quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours posé problème chez mes frères africains. Donc, ce qui fait que l'un de mes chevaux de bataille, ça a toujours été la sale mentalité. La sale mentalité. Et la sale mentalité, tout le monde au Cameroun s'y reconnaît. C'est-à-dire que ça ne touche pas que les sardinats, c'est tous les Camerounais. On ne peut pas m'expliquer que la poubelle, la saleté qu'il y a dans Yaoundé, ce n'est que l'œuvre des sardinats et les Tontina n'y seraient pour rien. C'est pas possible. On ne peut pas expliquer qu'au Cameroun, seuls les sardinats sont des corrompus. On ne peut pas m'expliquer au Cameroun que seuls les sardinats sont des corrupteurs. Non, la corruption, elle est généralisée. La saleté, elle est généralisée. Le vol, généralisé. La sale mentalité, généralisée. Donc, il y a des points sur lesquels il n'y a pas de clan possible. Maintenant, pour ce qui est du choix d'un candidat pour être président, oui, il y a des sardinats d'un côté et les tontinas de l'autre côté. Ça, je veux bien. Mais à partir du moment où on parle du mal qui gangrène notre société, il n'y a pas de clan, monsieur le Premier ministre. C'est
les Camerounais. Et ça a toujours été mon combat depuis toujours. Et ceux qui aujourd'hui, fin de ne pas le savoir, jouent un jeu dangereux. Voilà. Donc, c'est à peu près ça mon activité. Et il convient, quand on veut me juger, de me juger que par ce fait-là. Il ne faudrait pas que, parce que j'ai commis l'erreur en 2018 de prendre publiquement position politiquement, parce que jusqu'ici, je ne prenais jamais position politiquement. J'étais contre tous ceux qui étaient nuisibles pour le Cameroun et j'étais pour ceux qui étaient bien pour le Cameroun. Mais si un mec sérieux est Sardina, si tu es un mec sérieux, compétent, tu es du RDPC, je te reconnais ta compétence et je te respecte. Si tu es un enfoiré et tu es du MRC, ben je te fume. Voilà. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il n'y a pas les bons gars d'un côté qui seraient tous affidés du MRC et les mauvais gars de l'autre côté qui seraient tous contre Paul Biya. Je n'ai jamais dit ça de ma vie. Ça n'a jamais été le cas parce que le dire, c'est remettre en question les 5 années de combat qui précèdent ce hold-up électoral. Je n'existe pas que par ce hold-up électoral. Tous ces gars sur Internet qui ont mon macabo, si je peux utiliser l'expression camerounaise, ne l'ont pas que suite au hold-up électoral. Ils utilisent le flou du hold-up électoral pour régler leur compte avec moi. C'est bien que j'existais avant et mes positions, c'était celle-là de tirer sur tout le monde dès que c'était justifié. Et j'ai toujours dit, je suis l'un des seuls sur Internet à avoir mis le pari de 2000 € en disant que venez me sortir une personne que j'ai attaquée, vous me démontrez que les attaques contre cette personne étaient illégitimes. Et on ne débat que du fond. Si vous arrivez à me convaincre que j'avais tort, je vous donne 2000 €. Monsieur le Premier ministre, ce pari pend depuis 2016. Personne ne l'a jamais relevé. Mais je mets au défi, par exemple, juste un gars de la basse, de me dire que si j'arrive à lui prouver que la basse c'est n'importe quoi aujourd'hui, il me donne 2000 €. Moi, je relève, allez, même 50 €, je relève le pari. Je suis l'un des rares sur Internet à dire que vous dites que j'attaque les gens pour rien. Venez avec la liste des personnes que j'ai attaquées. Vous me dites, tu as attaqué telle personne tel jour. On ne discute que du motif de l'attaque et non pas de comment tu le perçois de tes liens avec la personne, machin bidule. On ne discute jamais de faits. Regardez récemment. Il y a une certaine demoiselle qu'on appelle Modestine. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Elle aussi, c'est pareil. Elle a à peu près les mêmes problèmes que moi. Parce qu'elle a commis l'erreur une fois de s'engager publiquement pour un candidat, on a l'impression qu'elle a perdu sa liberté. Elle n'a plus le droit de dire qu'il y a des choses qui vont en contradiction avec ses convictions. Elle n'est plus libre. Et allez regarder ses publications, allez regarder le comportement des gars du MRC dessus. Il n'y en a pas un qui débat sur le fond. On vient l'insulter, on vient remettre en question son doctorat, comme si ça changeait quelque chose d'ailleurs à la situation, qu'elle a un doctorat ou qu'elle n'ait pas un doctorat. Le fait est que ce qu'elle dit, c'est que les stratégies qui ont été lancées à la suite du hold-up électoral sont tous un échec aujourd'hui. La meilleure preuve que c'est un échec, c'est que M. Paul Biya est toujours étudié et Maurice Kamto sort fraîchement de prison. Oui. Alors, on parlera encore tout à l'heure, par exemple, du grand dialogue. Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas invité? Mais continuons d'abord avec ce qui est important pour le début de notre entretien. À un certain moment, vous décidez de vous éloigner. Est-ce parce que l'homme prudent voit le mal de loin, ou alors parce qu'il y avait trop de divergences et vous avez eu marre de tout ça? Vous êtes éloigné? Non, en fait, très simplement, dans ma vie, je ne me suis jamais laissé dicter par la médiocrité. Il faut comprendre une chose. Il y a quelque chose auquel je faisais face quand j'étais petit. Il faut savoir que moi, j'ai comme principe inaliénable, depuis que je suis tout petit au Cameroun, c'est de dire que quand tu ne sais pas quoi faire, tu restes que la plupart des Camerounais font, tu fais exactement l'inverse. C'est bête, hein? Est-ce que ça veut dire que tu auras raison à tous les coups? Non. Mais ça veut dire que la probabilité de te planter est faible. C'est-à-dire que si tu suis la masse des Camerounais, tu vas au mur, direct. Si la masse des Camerounais était raisonnable, le Cameroun serait un pays prospère. On ne peut pas m'expliquer que Paul Biya est le seul qui rend le pays là ingouvernable ou rend le pays là tel qu'il est. Non, j'ai toujours été contre cette position et ça, je peux vous prouver par A plus B que depuis 2015, c'est ma position. J'ai des amis même d'ailleurs avec qui on avait des débats ou d'autres comme ça sur mon mur tout le temps. Certains qui considéraient que tout le mal camerounais se résume à un seul homme, Paul Biya, et ma position depuis 5 ans a toujours été claire. Paul Biya, je lui donne 10%. On va me demander comment j'estime les 10%, mais c'est un chiffre comme ça, une façon de dire qu'il a une responsabilité qui est minime.
Et les Camerounais ont une grosse responsabilité. Si les Camerounais n'étaient pas tous des corrompus, ils étaient tous des professionnels, et que ce gars était le seul incompétent, ça ne changerait rien. Monsieur De Gaulle, dans ces dernières années, on ne le voyait pas. Chirac, dans sa dernière année de présidence, on ne le voyait pas. Et quand il a eu son AVC en 2005, jusqu'à ce que Sarkozy entre à l'Élysée, on ne voyait pas Chirac. Est-ce que c'est pour autant que la France n'était pas gouvernée, monsieur le Premier ministre? Non. La France était gouvernée sérieusement parce qu'il y a des institutions et des gens qui jouent le jeu. En Belgique, à côté de nous, ce pays a fait 2 ans, de 2010 jusqu'en 2012, sans gouvernement. À l'époque, je travaillais à Valenciennes. Donc, je suis très régulièrement en Belgique pour voir des gens que je connais. C'est un pays que je connais très bien. J'étais effaré de voir un pays aussi bien géré sans gouvernement, monsieur le Premier ministre. Donc, il y a des choses qui prouvent que oui, la politique, c'est quelque chose. Mais si tout le monde joue le jeu, mais quand chacun interprète la politique comme ça l'arrange, après, on ne peut pas reprocher à Paul Biya. Et on reviendra d'ailleurs sur le cas de la base, qui va voir que, où vous allez constater que le problème ne peut pas être Paul Biya. Si vous regardez aujourd'hui la brigade anti-Sardinat, vous avez la confirmation que mettez un bon président au Cameroun avec des mentalités pareilles, le problème ne sera pas réglé. Donc, pour ma part, on ne peut pas travailler avec des gens qui veulent vous dicter la médiocrité. Et donc, quand vous voulez leur expliquer le bon sens, ils vous expliquent que c'est parce que vous prétendez avoir la science infuse ou parce que vous prétendez être ingénieur. Bref, votre situation professionnelle dérange. Vous vous trouvez avec des gars qui n'ont pas de situation professionnelle sérieuse. Des personnes qui peut-être luttent pour avoir tous les fins de mois pour manger, j'en sais rien. Je ne connais pas la vie, ça ne m'intéresse pas. Mais des personnes qui, clairement, ne peuvent pas s'affirmer en tant que personne et contribuable français. Donc, ils ont toujours ce côté-là, quand vous leur dites, ils se trompent, que c'est comme ça qu'il faut faire. Ils vous insultent. Et 9 mois après, ils vous donnent raison. On reviendra sur la liste de ceux que j'ai prédits et qui aujourd'hui est en train d'être appliqué. Et quand tu regardes ça, tu vois le temps perdu, tu dis, bah attends, il fallait bien se barrer depuis parce que je fais d'abord insulter aujourd'hui, non, sérieusement. Donc, j'ai compris, en fait, que ces gens n'avaient pas d'idéologie. Et à partir du moment où c'est l'idéologie qui nous réunissait, il n'y a pas de raison de rester avec eux. Moi, mon idéologie a été toujours d'être contre le bourreau et pour la victime. Quel que soit ce que ça me coûte. Ok. Et moi, dans la brigade anti-sardinade, on a voulu m'obliger que dans le cadre d'un combat qui consiste à chasser Paul Biya, on peut fermer les yeux sur le bourreau, ignorer la douleur de la victime et avancer et régler ça une fois qu'on a chassé Biya. Comme si c'était une échéance assez simple, hein. Donc, comme si on allait chasser Biya depuis l'Europe. Donc, c'est dit à quel point ces gars sont rentrés dans un système de folie où ils ont vraiment cru qu'ils allaient chasser Biya depuis l'Europe en disant que non, on les abosse ça de côté, on dégage Paul Biya, après on règle. Un peu comme une fille qui dit, telle personne m'a violé aujourd'hui, on explique à la fille, toi tu fermes d'abord ta gueule, d'accord, parce que le gars qui t'a violé, que tu accuses de t'avoir violé, il est très important pour la résistance. On va régler ça quand on va chasser Biya la semaine prochaine ou dans 3 semaines. Comme ça, quand on va chasser Paul Biya, on va maintenant dire, bon, oh, général, bon, c'est bien, tu as contribué à chasser Paul Biya, mais en attendant, tu as violé la petite à côté là-dedans, on te dégage. Non, mais sérieusement, je vis dans quelle planète? On se pose vraiment la question si les gars avaient encore tout le sens. Vous voulez que je reste dans un groupe pareil? Moi, j'avais fini par devenir fou moi-même. Et je risquerais que moi me mettre dehors chez moi si je devenais fou. Surtout qu'on m'avait prévenu quand même à côté. À côté, on m'avait dit, tu sais très bien que ces gars-là sont cons. Je vois pas, je comprends pas que tu crois que tu puisses obtenir quelque chose d'eux. Eh ben, j'y ai cru. Je suis obligé de redonner raison à ma femme. Voilà. Elle n'y croyait pas, hein. Elle savait que ça allait mal se passer de toute façon. Donc. Ok. On dit souvent que on peut tromper 1000 personnes une fois, on peut tromper une personne 1000 fois, mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. Est-ce que dans la base, plusieurs personnes ont cru voir ce qui était et qui n'était pas visible à l'œil nu venant de vous? Style, Monsieur Anango est en mission commando. Vous avez parlé un peu de ça tout à l'heure, mais essayez d'être plus explicite. Alors, donc, encore une fois, comme j'ai introduit dans mon propos tout à l'heure en expliquant que pour pouvoir juger de mon combat, de la sincérité de mon combat, il faut déjà savoir qui j'étais avant ces conneries-là. Parce que le problème, c'est que si quelqu'un date mon existence sur Terre à partir du hold-up électoral, il est complètement à côté de la plaque. Et je ne suis pas responsable d'ailleurs. Hein. Je suis pas responsable. Je ne suis pas venu vous dire, croyez de moi telle chose. Il s'est passé qu'un candidat a dit un jour, j'ai gagné l'élection. Les gens l'ont traité de fou. J'étais le meilleur parmi tous ces chèvres-là à expliquer pourquoi il n'est pas fou.
pourquoi il est possible qu'il ne soit pas fou. Parce que le truc était laconique, péremptoire, il est fou. Il ne peut pas disposer de ses résultats le 8 octobre à 15h. Eh ben non. Le scientifique que je suis, je ne peux pas entendre des gens proférer des choses inexactes et me taire. Je suis contre l'apprentissage ou l'enseignement, que ce soit à l'école, dans les églises, dans les familles ou n'importe où, de tout récit rentrant en contradiction avec des faits établis. C'est-à-dire que je ne peux pas écouter quelqu'un dire des énormités et me taire. Je prends la parole publiquement pour donner mon avis. À l'époque, je fais mes directs, il n'y a que 200, 250 personnes qui me regardent, donc je ne suis pas spécialement célèbre. J'ai mon audience à moi qui est tranquille, quoi, qui me connaît et qui connaît mon idéologie. Ce qui est juste surprenant, c'est que ces gens-là qui me connaissent très bien, on ne les a pas spécialement vus se presser pour dire attention. D'ailleurs, même mes ennemis pouvaient au moins avoir l'honnêteté de dire non, 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 il est dans son rôle, Serge. Il est dans son rôle. Mais personne n'a voulu me défendre, y compris ceux qui étaient mon audience. Donc, je me mets là tranquillement pour expliquer qu'arrêter les conneries. Maurice Kamto, au jour d'aujourd'hui en 2019, dispose des moyens technologiques et organisationnels pour avoir ces résultats à temps. C'est pas parce que les gars de LECAM veulent vous imposer qu'il faut 3 semaines que les gens sont obligés de subir 3 semaines. Monsieur Kamto, aujourd'hui, si c'est bien organisé et ce n'est pas compliqué, peut disposer des moyens de compiler ces résultats à l'avance et de savoir que Paul Biya a gagné. J'ai commencé par ne donner que des explications comme ça techniques. D'abord en commençant par la statistique et puis aussi en commençant par du bon sens. Par exemple, tous les PV ne se valent pas. Il y a 25 000 bureaux de vote. Ça, c'est clair. Mais tous les 25 000 bureaux de vote ne se valent pas. Un bureau de vote dans le quartier populaire de Douala où il y a 10 000 personnes, ce n'est pas la même chose qu'un bureau de vote de mon village où il n'y a que 40 personnes. Donc, si tu as 90% des bureaux de vote où il y a 10 000 personnes et que le reste, c'est que des broutilles, si tu te rends compte que même en donnant 100% sur le reste à ton principal concurrent, ça ne change pas la donne, tu peux affirmer que tu as gagné. Ouais, c'est ça que j'expliquais. Et du coup, ça a créé une sorte, comme j'étais le meilleur à ce moment-là avec les arguments techniques, tout le monde est venu se greffer en moi. Et les gens se sont dit, s'il défend Kamto, c'est qu'il déteste Paul Biya. S'il défend Kamto, c'est qu'il a la haine contre Paul Biya, comme nous. Et quand tu as la haine contre Paul Biya, tu ne dois réfléchir qu'à ce qui est contre Paul Biya. Tu ne dois jamais t'intéresser à ce qui est contre vous, même si c'est justifié. En gros, même quand nous on échoue, tu ne dois pas dire nous on a échoué, parce que c'est Paul Biya l'ennemi. Ah bah ça, je n'ai jamais signé pour ça, cher Premier ministre. J'ai jamais signé pour ça. J'ai jamais signé. Il convient de me juger sur pourquoi avant même de me dire que je suis traître, il faudrait savoir pourquoi je me suis engagé. Je me suis engagé déjà. Pourquoi? Quand Maurice Kamto va au Conseil constitutionnel, la victoire de Paul Biya n'est pas établie. Les Sardinans ont beau jeu de venir dire que Kamto n'a pas prouvé qu'il a gagné, mais Paul Biya non plus. Hein. Il est important de rappeler qu'ils sont, techniquement, ils sont 2 candidats à égalité. La victoire de Paul Biya n'est pas flagrante. Les Sardinats justifient la victoire de Paul Biya comme une évidence, en disant qu'il ne pouvait que gagner. Et donc, légitime le fait que lui disposait de tous les moyens pour organiser à son avantage et gagner. En fait, dans leur réponse même, ils donnent raison à Maurice Kamto, que cette victoire est contestable. Parce qu'un Sardina n'a pas d'autre argument que celui de dire que Kamto, Paul Biya ne peut pas organiser des élections et perdre. Et que Kamto ne pouvait pas gagner cette élection. Voilà. Ça, c'est les arguments des Sardinats. Donc, il est d'ailleurs important qu'en toute honnêteté, les Sardinats eux-mêmes n'ont pas établi la victoire de leur champion. Donc, c'est très facile pour eux de demander à Maurice Kamto de prouver sa victoire. Maurice Kamto a prouvé que le résultat était contestable. En droit, dans une démocratie, c'est suffisant pour annuler une élection. Voilà. Donc, pourquoi je m'engage dans des réunions? C'est parce qu'il m'a convaincu au Conseil constitutionnel. Je m'engage aussi parce que lui, comme moi, il est contre la gabegie financière et il entend régler la guerre du Nozo. Les 3 raisons pour lesquelles je me suis engagé, c'est le hold-up électoral, c'est-à-dire que c'est pas le hold-up électoral, c'est de dire qu'il y a quelqu'un qui a gagné, on a volé sa victoire. De 2, le Cameroun est mal géré, l'argent est dépensé n'importe comment. À la preuve, la CAN qui n'a pas pu être organisée. De 3, on ne peut pas parler de paix dans un pays quand des provinces sont en guerre. Voilà les 3 raisons pour lesquelles je me suis engagé. Est-ce que sur ces 3 points, vous avez l'impression que j'ai trahi quelque chose, monsieur le Premier ministre? Non. Bah voilà. Sur quelle base peut-on me qualifier de traître ou d'infiltré? Je vous pose sincèrement la question. Si vous savez pourquoi je me suis engagé, et que c'est sûr, je ne me suis pas engagé dans ce combat pour être fidèle à la base. Je me suis pas engagé dans ce combat pour être fidèle à Calibri. Je ne suis fidèle à personne. Tu déconnes, je te fume, point. La fidélité, ça veut dire qu'on est dans l'église. Tu déconnes, on dit Amen. Tu fais bien, on dit Amen. Tu dis merde, on dit Amen. Tu pètes, on dit Amen. Non, je n'ai pas signé pour ça, cher ami. Ça n'a jamais été mon cas et ça ne sera jamais mon cas. Donc, les personnes qui me qualifient de traître,
C'est des personnes qui ne résument le combat qu'à la brigade anti-sardinade et estiment que remettre en cause leur façon de faire, c'est faire preuve de traîtrise. Eh ben, je suis pas responsable si ces gars ne comprennent rien. C'est pas de ma faute. Les sardinats eux-mêmes ne sont pas d'accord. Moi, vu que même dans mon discours, je continue de maintenir que Paul Biya n'a pas gagné. Ils disent non, 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 Serge, tu vois, c'est-à-dire que même quand ils veulent faire le rapprochement vis-à-vis de moi, ils veulent que je casse cette barrière. Mais je ne peux pas casser cette barrière puisque pour moi, scientifiquement, la victoire de Paul Biya n'est pas établie. Et je ne suis pas quelqu'un qui dit des choses contraires à la science. La victoire de Paul Biya n'est pas établie et la victoire de Kamto me paraît plus vraisemblable que celle de Paul Biya. Certains justifient aujourd'hui que le fait que le peuple n'ait pas suivi Maurice Kamto est une preuve qu'il ne pouvait pas gagner. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Les gens peuvent aller voter leur candidat, mais ne pas être capables de défendre ses intérêts. La preuve, c'est que beaucoup de personnes sont fans de moi sur Internet, mais n'ont pas pris le courage de venir me défendre en expliquant que, ben non, ceux qui ne me connaissent pas, voilà ce que Serge est. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Ils étaient tout le temps inbox. Il y en avait plein comme ça dans les inbox de mes pages, qui sont d'ailleurs supprimés tous, mais qui venaient tous derrière me dire soutien total. Ces gens-là ne te connaissent pas. Mais ils n'ont jamais pris publiquement. Maurice Kamto est soutenu par des gens depuis la case. C'est-à-dire que Maurice Kamto, le drame de sa résistance, c'est que les gens le soutiennent derrière leur clavier ou sous leur toit. Or, c'est pas là qu'il avait besoin d'eux. Il avait besoin d'eux dans la rue pour essayer d'aller chasser le dictateur. Sauf qu'ils étaient tous derrière leur clavier pour dire soutien total Maurice Kamto. Voilà. Donc, au final, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on se retrouve toujours dans ce type de situation où les gens, parce que les gens vous disent qu'ils vous soutiennent et au moment où il faut ce soutien, vous ne les voyez pas. Moi, je ne suis pas responsable des gens qui n'ont rien compris à ma démarche. Je ne suis pas responsable des gens qui m'ont attribué. Si quelqu'un me suivait parce qu'il croyait que j'avais la même haine de Paul Biya que lui, je suis désolé, je leur dis aujourd'hui, les gars, non. Si vous aviez parié sur moi, bouffez vos dos rapidement parce que je ne suis pas dans une quelconque haine. Je n'ai pas la haine de qui que ce soit. Et aujourd'hui, les Sardinats montent... Vas-y, pardon, excuse-moi. Ok, j'évite qu'on se marche dessus parce que Facebook est un peu différent d'un média normal, donc je vous laisse continuer. Mais vous arrivez toujours à anticiper ma prochaine question. Je vais revenir un tout petit peu parce que vous arrivez dans ce groupe, la brigade anti-Sardina, les gens s'agrippent à vos idées, maths appliquées, statistiques, ils sont d'accord avec vous. À un certain moment, on a comme l'impression que il n'y a plus la confiance. Et certains sortent même des idiots. Bon, je ne vais pas me permettre de vous défendre, mais certains sortent des réflexions comme quoi vous êtes en mission. Et je voudrais savoir, mais à quel moment, parce que vous y êtes resté peut-être un mois, voire plus. Alors, quels sont les signes de traîtrise qui émanaient de vous? C'est ça mon problème. Ben, en fait, il faut comprendre une chose très simple. C'est-à-dire que la résistance, on peut la catégoriser en deux ères. Il y a eu une première ère qui partait d'octobre jusqu'à fin février. Pendant ce temps, c'était plutôt sérieux. C'est-à-dire que dans les directs, on n'entendait que des idées, des idéologies. Et les directs, ce n'était pas fait par tout le monde et par n'importe qui. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne voyait pas des proliférations des directs, des hybrides, des êtres hybrides qui se levaient le matin, qui prenaient la caméra. Il ne fallait prendre la caméra que si on avait quelque chose à dire et qu'on était capable de développer. Et dans ce sens, très peu de personnes étaient capables de faire. Il y avait donc des personnes qui étaient là pour développer des idées et d'autres qui étaient là pour développer des actions. Il ne faut pas confondre les deux, idées et actions. Les gens comme Calibri, ils n'étaient pas là pour développer des idées, ils n'en ont pas. C'est pas là faire insulte, c'est une réalité. Je n'ai pas fait des directs pour développer des actions, je ne suis pas un homme militaire. Je ne suis pas capable d'aller mener des opérations militaires sur le terrain. C'est pas mon genre. Donc, chacun avait un rôle qui était bien déterminé. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et les gens suivaient en fonction de leurs intérêts. Ceux qui voulaient l'action allaient regarder Calibri, ceux qui voulaient les idées venaient nous regarder. Quand il y a eu l'affaire du viol, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu parles de constitution, très peu de personnes peuvent ouvrir leur gueule pour parler parce qu'ils ne comprennent rien. Quand tu parles de droit ou de double nationalité, les gens ne comprennent pas grand-chose. C'est trop sérieux pour eux, ils sont complètement à côté de la plaque. Là, pour le coup, voilà une affaire de mœurs qui venait se greffer au sein d'une résistance qui était jusqu'ici sérieuse et dont tu ne voyais très peu de personnes en parler. Tu ne voyais pas Fleur de Lys se mêler de la résistance à ce moment-là. C'était trop sérieux pour elle. Elle n'avait jamais fait de commentaires pour s'immiscer dans ces choses-là. C'était trop sérieux pour elle. Mais quand l'affaire de mœurs s'est glissée, du coup, même le dernier des idiots pouvait ouvrir sa gueule pour parler.
pour dire, ah, c'est une affaire de jalousie, oh, Serge est jaloux, et jaloux de l'autre qui est ingénieur. Donc, chacun pouvait y aller de sa propre analyse. L'erreur du comité des résistants, c'est d'avoir pensé que parce que tout le monde avait cette position, il fallait adopter cette position pour ameuter le maximum de personnes. Je vous ai toujours dit, vous n'obtiendrez jamais rien de quelqu'un qui, pour vous donner quelque chose, vous pose des conditions. Si la base considère que pour réunir pas mal de personnes, il faut le faire sur la haine d'une tierce personne, c'est qu'elle est complètement à côté de la plaque. Et c'est l'erreur qu'ils ont commise. Ce qui fait qu'au jour de jour, vous voyez des gens qui viennent dire « Oh, je soutiens la base ». Tu soutiens la base en faisant quoi? Ils ne savent pas te dire. Quelle idéologie la base? Ils ne savent pas te dire. Il n'y en a pas un là qui débat d'idées. Hein. Il n'y en a pas un qui débat d'idées. Donc, oui, à ce moment-là, quand le Congo-Ça, comme on peut dire, s'est glissé, puisque c'est une affaire de mœurs. Une affaire de mœurs, c'est pas du Congo-Ça, je suis désolé. Une fille déclare, plusieurs filles déclarent avoir été violées par un individu au sein de la résistance. Beaucoup d'autres filles déclarent avoir été harcelées par cet individu. Le comportement réfractaire des followers a conduit chacun des témoins à revenir sur son témoignage, a conduit beaucoup de procureurs, au final, à devenir l'avocat du violeur. Parce qu'il fallait plaire à la population. Prenez par exemple une comme Karine, là, qui fait ses directs. C'est Karine qui a ramené l'affaire du viol. Moi, je n'étais pas au courant. Il faut savoir que les gens disent que tu es dans la base sur ta chaîne. On a des groupes WhatsApp dans lesquels on faisait des échanges. Mais je n'y suis pas tout le temps. Parce que je trouve ça tellement ennuyeux. Quand le débat sur cette affaire de viol commence, je ne suis même pas dans le groupe. Ça fait 2 semaines que ça discute. Depuis début février, je ne suis même pas dans le groupe, monsieur le Premier ministre. C'est Karine qui voit que le débat s'éternise. Il n'y a pas de conclusion. Elle sait que moi, je sais trancher dans le là. C'est elle qui m'amène le dossier. Et voilà où mes problèmes commencent. Parce que moi, tu ne peux pas m'amener ça. Je prends la femme. Après, tu me demandes de faire l'inverse de ce qu'il faut faire. Soit tu m'en parles pas, soit tu m'en parles. Ne viens pas me raconter que telle personne t'a violé et tu me dis d'avoir une attitude normale vis-à-vis de cette personne. Non, si tu veux que j'ai une attitude normale, tu ne me dis pas. J'ai pas besoin de savoir qui t'a violé, tu ne me dis pas. Donc, il m'a amené ce problème. On a discuté de ça en interne. Chacun y allait de son témoignage vis-à-vis de la personne. Par exemple, il y en a une qu'on appelle la Twins, qui a l'avantage d'avoir vécu comme fille, en tant que fille au père chez l'individu accusé, qui corrobore que c'est possible parce que ce dernier a hébergé des filles au père chez lui et en a engrossé quelques-unes au terme d'un harcèlement. Donc, tu te retrouves avec beaucoup de choses qui convergent, beaucoup de faisceaux qui convergent vers une accusation. Et tu dis, ben ça, à partir du moment où les personnes qui accusent ce gars de viol sont des filles de la résistance et qu'il est souvent courant que lorsqu'il y a des déplacements dans le cadre de la résistance, certaines filles hébergent des gens qui arrivent dans leur ville. Donc, à ce moment, ils représentent un danger public. Il est important d'informer les gens, on ne peut pas garder ça back-back. Le débat dure une semaine. On finit par décider que oui, il faut prêcher par l'exemple. Il faut le condamner publiquement. C'est la position qui est adoptée par tout le monde. Sauf que quand on fait la condamnation publiquement, le public est réfractaire, estime que ça va nuire à la résistance. On ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est débarrassé d'un mauvais grain. Je ne vois pas en quoi ça nuit à la résistance, mais enfin, soit. Ils ont estimé que ça va nuire à la résistance. Ils ont refusé cela. Mieux que ça, ils ont réussi par leur comportement à imposer que c'était qu'une invention de ma part. Et tout ce beau monde là derrière avec qui on avait discuté de ça ne se sont pas précipités pour venir dire attention les gars, c'est une décision collégiale. Rappelons quand même que le communiqué excluant cette personne du CSR était lu par Salomon sous la supervision du général Wanto, qui est censé être le patron de la révolution à Paris. Donc ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes amis, je ne suis pas du CCD. Je n'ai pas mandat pour arriver au CCD leur imposer un comportement. Mais ce communiqué a été lu par le CCD. Donc, mais c'est les mêmes personnes qui ont lu le communiqué sont allées par derrière dire que c'est moi qui ai inventé l'affaire du viol. Vous vous rendez compte de la manipulation? Mais ça, c'est parce que le public, c'est parce que le public était réfractaire. Et eux, ils se sont dit, si on maintient nos positions, on va perdre des followers. Et là où ils n'ont rien compris, c'est que les followers ne servent à rien. On veut des acteurs, monsieur le Premier ministre. Et un acteur qui est soucieux de découvrir Paul Biya ne peut pas renoncer parce qu'on a exclu un violeur d'un groupe. Je suis désolé. Si on veut chasser Paul Biya, c'est parce qu'il gouverne mal le Cameroun. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'on a des cartels chez nous, machin bidule. Donc, ils n'ont rien compris, en fait. Le combat est devenu séduire les followers et non pas séduire les Camerounais pour qu'ils soient acteurs. Et voilà donc comment ces gens-là se sont tous
trompés, ils ont mangé leur chapeau. C'est-à-dire qu'après avoir... Si vous regardez d'ailleurs le direct où on débat de cette affaire-là, je commence à dire, je suis au téléphone avec le général Wanto pour dire que j'ai son approbation pour faire ce direct. J'ai l'approbation de Brice Nietzsche pour faire ce direct. Sauf que ces derniers sont allés après se comporter comme si j'avais inventé. J'ai Sandy Boston, celle qu'on appelle déjà Sandy Boston, qui dans le cadre de cette crise m'a dit, Serge, tu es l'homme le plus intègre qui m'ait été donné de rencontrer. C'est elle après qui allait expliquer que j'ai inventé l'affaire du viol. Moi, j'ai les conversations par WhatsApp, hein, que si n'importe quel d'entre eux nie, moi je peux sortir les audios, c'est parce que j'ai plus le temps pour ça. Donc, vous vous rendez compte de comment le comportement des followers a influencé une sorte de dialectique, quoi. C'est une dialectique, une influence mutuelle. Le comportement des followers a influencé la réaction de ces gens-là qui ont renoncé à défendre leurs convictions et au final, on nous a jetés en pâture comme des traîtres. Ben, j'y suis pour rien. Monsieur Anango, à part ce problème de viol, est-ce que ce commérage, cette façon de vouloir vous déstabiliser en disant que vous êtes un pion du système, ne vous a pas dérangé autant que ce problème de viol? Ah ben non, mais écoutez, vous savez, des accusations fallacieuses sur ma personne, il y en a des tonnes. Hein. C'est pas ce genre de choses. Moi, je me suis filmé une fois en maillot de bain avec ma fille sur une plage, je mets sur Internet, il y a un salopard qui vient dire que je couche avec ma fille. Donc, des conneries comme ça, franchement. Les Camerounais, en matière de stupidité, ils n'ont pas de limite. Le Camerounais ne peut me surprendre qu'à une façon agréable. Mais en matière d'aller dans les profondeurs abyssales, il n'y a pas de limite de leur part. Quand ils n'ont rien à dire contre toi, mais une fille qui est affichée sur Internet injustement parce qu'elle a défendu quelque chose. Cette fille avait écouté les violeurs. Je parle de la petite Stella. Elle a écouté les victimes. Elle est restée au téléphone pendant des heures avec eux à partager leur douleur. On est allé à une réunion où il y avait 2 des victimes de viol dans la salle. Elle voyait le comportement des gens banaliser le viol. Elle a été choquée, meurtrie par cela. Quand elle a fait le direct pour dénoncer ce que ses convictions lui imposent, on n'a trouvé rien de mieux que d'aller prendre un montage d'une actrice porno et mettre sa photo à côté pour dire que c'était elle. Voilà la réponse que les tontinats lui ont faite. Et quand ça, personne ne l'a défendu. Personne n'est venu la défendre. Aucun tontinat n'est venu dire non, ça c'est quand même une de nos sœurs combattantes. On ne peut pas accepter cela. Non, personne n'a rien dit. Ça se partageait dans les groupes WhatsApp comme des petits pains. Tu vois ce que je veux dire? Quand elle décide donc de dire que vous voulez me la faire à moi, on ne me la fait pas, je vais vous montrer le corriger. Elle fait ce qu'elle a fait parce que c'est quelqu'un qui regarde beaucoup les femmes. Elle est très inspirée par le comportement des femmes. Elle décide de le faire. Tout le monde est décidé que c'est moi qui l'ai envoyé. Magali, si je te demande d'aller faire un striptease à Paul Saint-Pierre, tu vas le faire? Alors là, je peux toujours rêver. Bah voilà. On vous a traité de gourou, que vous étiez Voilà. le gourou. Bah oui, voilà. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Un gourou que tout le monde a trahi. Vous envoyez beaucoup de gourous qui sont trahis, vous? Non, non, je vous pose la question sincèrement. Vous envoyez beaucoup de gourous. Le gourou tient ses victimes. En général, pour les désolidariser, c'est impossible. Les Mafeux, les Karim, tous ces gens-là, ils étaient soi-disant sous mon emprise. Est-ce que ça les a gênés de me trahir? Depuis qu'ils m'ont trahi, est-ce qu'elles sont mortes? Elles ont été tuées? Elles ont perdu quelque chose? Non, bah alors. Donc l'expression gourou, c'était juste pour déstabiliser les gens qui étaient d'accord avec moi pour leur faire croire que non, vous suivez Serge, mais vous avez tort. Ils vous disent qu'ils suivent Serge parce que ce qu'il défend est logique, raisonnable, cohérent, mais vous voulez leur imposer que ça ne vaut rien parce que c'est un gourou. Donc vous voyez qu'on est toujours dans une situation où on ne discute pas du fond. Le fond n'avait pas été abordé, mon cher Premier ministre. Le fond n'avait pas été abordé. Et c'est bien ça le problème. C'est le fait de ne pas aborder le problème de fond qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui peuvent dire n'importe quoi. Si l'affaire du viol avait éclaté, on n'était resté que sur la technique et sur le fond. Ceux qui venaient raconter des conneries, si se faisaient insulter en disant que tu as ferme ta gueule, tu ne connais rien à la loi, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ils auraient arrêté les conneries. Le problème, c'est qu'ils ont imposé la médiocrité et là-bas, c'est tombé dans le piège. Là-bas, c'est arrivé au final où on a quitté le procès du viol pour dire que c'est le procès de la méthode de la dénonciation. En gros, en fait, le gars a violé, c'est vrai, mais Serge, ce qui est grave, c'est ta façon d'avoir dénoncé le viol. Bon. En gros, Paul Biya peut massacrer des gens au nozo, mais la façon de le dire, c'est plus grave que ce qu'on dénonce. C'est ce que la base m'a fait. Est-ce que dans une base qui a ce type de réaction peut critiquer les méthodes de Paul Biya? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que des gens qui ont cette façon de raisonner peuvent légitimement dire qu'ils prétendent vouloir imposer le bien au Cameroun?
Quand vous venez dire que la façon dont quelqu'un dénonce un crime grave est plus grave que le crime même dénoncé, pendant des heures, pendant les jours qui ont suivi notre direct qu'on a fait, notre procès, on a fait notre procès et pas le procès de la personne. On a fait son procès en inbox pendant 3 semaines, donc tout le monde était au courant du problème. Les Marx et tout ça, ils ne peuvent pas dire qu'ils étaient pas au courant, ils étaient au courant du problème. Le procès a duré 3 semaines, inbox. Il ne fallait surtout pas que ce soit les Sardinats qui se saisissent du dossier avant nous. Je ne voulais pas être décrédibilisé par les Sardinats. Je ne voulais pas ça. Donc j'ai dit, si on ne peut pas se désolidariser de lui, moi je ne serai pas dans votre groupe. Je ne veux pas que le jour que ça éclate, on me dit que Serge était là. Il a défendu ça. Non. Je vais être de ceux qui vont vous allumer pareil. C'est comme ça qu'on a décidé d'amener ça publiquement. Donc, oui. Allez-y. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que tout le monde était au courant et ils ont décidé de changer d'avis parce qu'ils ont subi les followers. Et moi, je n'ai jamais été sur Internet pour chercher les followers. C'est qu'il y a le Cameroun pour s'élever a besoin des acteurs et pas des followers. Maurice, quand tu étais en prison, est-ce que tout le soutien total qu'il y a eu sur Facebook, c'est ça qui a sorti? Non. C'est Paul Biya qui a décidé de le libérer. Monsieur Alango, je vais utiliser une métaphore en disant, aujourd'hui, en contre-plongée, est-ce que lorsque vous regardez la basse avec tout ce qui s'y passe, avec le laxisme de certains, je vais dire, les généraux et consorts, est-ce que vous vous dites à un certain moment, c'est tant mieux que je sois sur cette position? Est-ce que vous ne regrettez rien? Oh que oui. Ah ben ça, je peux te dire, mon cher Premier ministre, je suis tellement heureux. Alors, je vais utiliser l'expression qu'ils ont utilisée pendant très longtemps sur Internet, me qualifiant que j'étais un vomi. Ah ben ça, je peux te garantir, je suis très heureux d'avoir été vomi parce que moi, j'ai la position du bon rôle. Et c'est pour ça qu'ils sont encore plus énervés vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que c'est con, ils me disent j'ai été vomi, j'ai mal. Donc, normalement, ils devraient être très heureux que j'ai mal, mais ils sont plus énervés que moi. C'est ça qui est incroyable. En fait, tout ce qui se passe, je leur avais dit. Je vais vous dire une chose, je vais vous faire une confidence, Monsieur le Premier ministre. Vous savez, moi-même, j'ai fait des directs plusieurs fois pour dire que Paul Biya ne pouvait plus mettre les pieds sur Internet. Je l'avais fait souvent des directs pour dire à Calibri, en France, autant pour moi. Je l'avais fait plusieurs directs pour dire à Calibri, tu es celui qui empêche Paul Biya de venir mettre les pieds en France. Ça s'appelle de la communication. Vous comprenez ce que je veux dire? Je le disais en décembre, je le disais en janvier, et la première fois que j'étais en contact avec les gens de la base, puisque les gens ont l'impression que j'étais toujours depuis de la base, non, depuis la résistance, Serge Anango parle depuis SATV, qui n'a jamais été une entité de la base. SATV, c'est ma marque, c'est mon nom. Donc quand je parle là-bas, je parle au nom de Serge Anango. Et j'ai toujours parlé sur SATV. Je n'ai intervenu que très rarement sur les directs des autres là-bas, puisque de toute façon, au bout d'un moment, très rapidement, ils ne me prenaient pas parce que je les critiquais. Bref. Donc, au sorti du 26 janvier, Calibri décide que non, il faut que je vienne à la base structurer un petit peu avec mon petit frère Platini. Donc, je suis sorti du 26 janvier, là, début février. Donc, j'ai fait qu'un mois avec eux. Je paye les conséquences d'un mois d'association avec ces gens-là. Et mais quand je suis arrivé dans les réunions, j'étais surpris de voir qu'il y avait des gens qui pensaient réellement que c'est eux qui empêchaient Paul Biya de venir en France. J'ai dit, waouh. J'ai dit, vous croyez vraiment que vous empêchez Paul Biya de venir en France? J'ai dit une chose est de le dire, monsieur Bachot. Mais autre chose est de le croire. Et j'étais surpris de voir qu'il y avait des gens assez fous pour croire à ce délit, croire qu'ils peuvent empêcher un président d'une république d'atterrir en France. Si Paul Biya est reconnu par la France comme président, vous croyez qu'une bande de voyous peut l'empêcher d'atterrir dans ce pays? C'est pas possible. Donc, une chose est de le dire, un peu comme Ahmed Kamer qui dit je vais vous couper à la machette. Une chose est de dire que je vais couper à la machette et autre chose est de le faire. Il le dit et il n'est pas là. Donc, il ne faut pas le prendre au sérieux. Mais les gens vont faire une pétition pour ça. Alors qu'on sait très bien qu'ils blaguent. Vous comprenez ce que je veux dire? On est toujours complètement à côté de la plaque. Et donc, quand moi j'ai vu ce type de personnes, je me suis dit, waouh, il y a des gens complètement torchés dans cette brigade anti-Sardina. Je lui ai dit, je ne savais pas que c'est comme ça qu'ils étaient. J'ai vu qu'il y a des gens complètement torchés. C'est leur faire entendre raison. Vous ne pouvez pas empêcher Paul Biya d'atterrir en France parce que vous n'en avez pas les moyens. Ils m'ont dit, oh, laisse-nous ça. Le jour qui va venir ici, on va mourir avec lui. On va. Bon, ok. Paul Biya est venu 3 fois. Il est venu, il est reparti comme il voulait. Donc, qui avait raison, monsieur Bachot? Monsieur Alango, je vais vous poser la prochaine question qui est un peu particulière. Déjà, est-ce que vous êtes prêt à rejoindre les Patriotes? Et je vais enchaîner avec la prochaine. Selon vous, est-ce que les agissements de la base
influe sur la bonne gouvernance ou alors la gouvernance du Cameroun? Jusqu'où iront ces membres de la base? Bon, alors, je vous explique. Est-ce que, on va commencer par la première question. Puis-je rejoindre les patriotes? Évidemment que non. Parce que les patriotes, déjà, pour que je les rejoigne, ils vont m'imposer de renoncer à dire que c'est Maurice Kamto qui a gagné l'élection. Et sur ce point, je suis constant. Mais les patriotes, au moins, ils ont cet avantage, Monsieur le Premier ministre, d'être tolérants. C'est-à-dire qu'ils vous acceptent malgré vos différences. Ils vous acceptent malgré vos différences. Ce que les Tontina sont incapables de faire. Les patriotes, je peux travailler avec eux, mais je peux pas les rejoindre. Je peux travailler avec eux parce qu'il s'agit du Cameroun. S'ils sont sur un projet qui concerne le Cameroun, je peux travailler avec eux. Eux, au moins, auront la présence d'esprit, s'ils avaient un projet concernant le Cameroun, de venir dire oui, sur ce point-là, Serge est compétent. Ce qu'un Tontina ne peut pas faire. Remarquez d'ailleurs que j'ai été connu peut-être par des gens comme vous, lorsque j'expliquais les statistiques de la victoire de Maurice Kamto. À ce moment, mon diplôme n'était pas remis en question. Bon, depuis peu, il y en a plein qui expliquent que je ne suis pas ingénieur. Comme si ma qualité d'ingénieur dépendait de ma fidélité à la brigade anti-sardinate. Pourquoi? C'est pour ça d'ailleurs que je dis qu'il faut tuer cette entité-là qui a complètement rendu ma boule les Camerounais. Et je m'y attelle. Et heureusement, il me facilite grandement la tâche. Nous allons donc, pour répondre à votre question, non, je ne rejoindrai pas les patriotes, mais je peux travailler avec eux. Deuxième chose, est-ce que la brigade anti-sardinate influence sur la gestion du Cameroun? Non. Non. C'est qu'un groupe de ridicules qui se retrouvent, lorsqu'il y a une action, se filment avec les caméras, essayent de se faire voir. Voilà, c'est des personnes qui n'ont rien à faire chez eux, ils sortent le dimanche. Quand il y a une action, ils se trémoussent un petit peu. Bon, si ça leur fait plaisir, ma foi, tant mieux. Le drame, c'est que beaucoup de Camerounais suivent ça avec le sérieux. Si ça s'est limité à ces voyous, moi, eux, ils ne m'intéresseraient pas, parce que beaucoup de gens pensent que c'est eux qui m'intéressent. Mais en fait, c'est l'impact qu'ils ont sur les Camerounais qui me pose problème. C'est l'impact qu'ils ont sur certains Camerounais désespérés. Ils sont si désespérés au point de croire en n'importe quoi. Ah, ça, c'est ça qui me pose problème. Mais eux, en tant que personne, franchement, si ça ne concernait que, j'en aurais strictement rien à foutre, j'en parlerais même pas. Mais ils ne peuvent en rien influencer la gouvernance du Cameroun. Pendant un moment, ils ont expliqué que les ministres ne pourraient pas venir en France. Est-ce que vous savez donc que pendant que Paul Biya était à Lyon, il y avait un sommet du franc CFA qui se déroulait au ministère de l'économie et des finances à Bercy. Tous les ministres de l'économie et des finances de la zone franc y étaient. Tout le service financier, tous les services financiers du Cameroun y étaient. Je peux vous montrer des badges parce que je connais quelqu'un qui travaillait là-bas à ce moment-là, qui les a tous reçus. Ils étaient tous là-bas pour bloquer Paul Biya. Hein? Oui. Ils étaient tous là-bas pour bloquer. J'ai reçu les badges, je vais m'envoyer ça par la photo. M'envoyer les photos de badges. Ils étaient tous là-bas pour bloquer Paul Biya quand tous les ministres sardinais étaient à Paris. Donc ils sont complètement à côté de la plaque. Ils n'ont pas les moyens de courir partout. Bon, Paul Biya va en Russie le 26 janvier, le 26 octobre, autant pour moi. Il va faire trop fort. Bon, il faut qu'ils aillent en Russie dans le bloquer. Pour ça, déjà, ils ont un gros problème. Beaucoup d'entre eux sont sans papier. Donc, vous lancez dans une guerre dont vous n'avez pas les moyens. C'est pas pour. Alors, attention, quand je dis ils sont sans papier, ce n'est pas là faire insulte. Je suis là en train de leur montrer la faiblesse même de leur structure et le fait qu'ils ne sont pas capables d'aller loin. Voilà. Et pour revenir au cas de Genève, je leur avais dit que si Paul Biya va à Genève avait fait 1 mois, pensez-vous pouvoir bloquer Paul Biya pendant 1 mois? Ils m'ont dit oui. J'ai dit quelle stratégie? Personne m'a dit la stratégie. J'ai dit vous ne pouvez pas. En fait, Genève est une ville très chère, mon cher Premier ministre. Si Paul Biya restait 1 mois, il les aurait eu à l'usure. Le premier week-end, déjà, il ne pouvait pas être là tous les jours pour bloquer Biya. Il ne pouvait être là que le week-end pour bloquer Biya. Biya peut choisir, par exemple, le week-end, quand ils sont à Genève, d'aller passer le week-end, je ne sais pas trop, ou dans un autre hôtel ailleurs. Vous faites votre boucan là-bas, il n'est pas là. Mais si Biya restait 1 mois en Suisse, pensez-vous qu'ils avaient les moyens d'y être tous les week-ends? Vous avez vu le coût que ça représente en termes de logistique et de logement? Ils n'ont pas ces moyens. Quand ils lancent des collectes, personne ne cotise. Quand la base a besoin d'argent, tous ceux qui soutiennent la base, on ne les voit pas. Ils n'avaient pas les moyens. Donc c'était déjà, ce n'est pas la peine de commencer un combat quand on est perdant dès le départ. Au début du combat, Paul Biya a les moyens, il n'a pas la pression. Toi, tu n'as pas les moyens, tu as la pression. Et tu vas les combattre quoi? Si Biya fait 1 mois à Genève, tu ne peux pas rester 1 mois à Genève. Ça te fait 1 mois de salaire en moins. Pire que ça, ça te fait le transport et le logement et la nutrition là-bas. C'est-à-dire que non seulement tu ne travailles pas pour gagner de l'argent,
mais tu en dépenses sans jamais récupérer. Qui, dans la brigade anti-Sardinat, a ces moyens? Personne. Donc, c'était perdu d'avance. Et ça, c'est des choses très simples qu'on leur a dit. Donc, la base ne peut pas empêcher la gestion du Cameroun. Sauf s'ils ne peuvent rien faire depuis l'Europe. Voilà pourquoi, depuis le départ, ma position a toujours été très claire, c'est que tant qu'il n'y a pas d'action au Cameroun, ce qu'on fait en bain ne sert à rien. Et que si à un moment donné, vous vous rendez compte que l'action ne risque pas de venir du Cameroun, il vaut mieux tout arrêter. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'en septembre, quand je suis revenu de vacances, j'ai changé de discours. J'ai demandé pardon à Paul Biya au nom des gars du MRC. J'ai invité Paul Biya à faire preuve de fair play. La résistance, il a gagné, ça ne fait aucun doute. Maurice Kamto, aujourd'hui, il est peut-être président élu dans nos cœurs, mais il n'est pas président. C'est Paul Biya qui est président. Et Maurice Kamto, aujourd'hui, ne représente plus une menace que Paul Biya. Il ne servait donc à rien qu'il reste en prison. C'était lui qui subissait les conséquences. Il y avait plein de followers aussi avec des likes. Oh, notre président, machin, Bédit, Paul Biya sanguinaire. C'est pas en disant ça que Maurice Kamto sort de prison. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. On a perdu. On a perdu pour diverses raisons. La base n'est pas que responsable de ça. Il y a aussi les choix de Maurice Kamto qui sont très contestables. Et d'ailleurs, Modestine l'expose très bien sur ses postes. Voilà. Donc, il y a les stratégies. La stratégie qui était celle qui pouvait conduire un résultat, c'est celle que PEC avait plébiscitée. Ça n'a pas été écouté. Le choix de stratégie de Maurice Kamto était perdant d'avance. Donc, aujourd'hui, la résistance, elle est perdue pour plusieurs raisons. La base le sait. La base essaie de suivre parce que si elle n'a pas de motif de résistance, elle n'a pas d'idéologie. Elle n'existera pas. Si elle ne dit pas qu'on est contre Paul Biya qui a volé l'élection, elle n'existe plus. Ils sont obligés de continuer. Mais qui peut chasser Paul Biya aujourd'hui? Le peuple camerounais. C'est le seul aujourd'hui qui peut chasser Paul Biya. Macron ne chassera pas Paul Biya. Donald Trump ne chassera pas Paul Biya. L'OUA ne chassera pas Paul Biya. Et ce n'est pas la brigade anti-Sardinat avec ses jérémiades, ses conneries à se faire gifler dans les manifestations qui vont chasser Paul Biya. Donc, à partir du moment où le peuple a décidé, quand on a arrêté Maurice Kamto, le peuple pouvait manifester, le peuple pouvait sortir à plusieurs raisons. D'abord, quand on leur a dit irrecevable, le mépris total d'Atangana, quand on apporte les preuves que ce qui est dit est faux, quand on démontre leur connivence, ils ignorent. Le peuple pouvait déjà sortir à ce moment. D'abord, on va même commencer très simple. Vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée récemment? Il y a un projet de modification de constitution pour que le président puisse se représenter en 2020. Vous avez vu la marée qui avait dehors, non? Ça a suspendu le projet. On ne dit pas que le projet ne va pas être adopté. Ça a suspendu le projet. C'est ce qu'il aurait d'ailleurs fallu faire en 2008. Quand ils ont commencé à modifier la constitution pour que Biya puisse se représenter en 2011. Ils n'ont pas fait. OK. Quand Biya annonce sa candidature, c'est là que les gens auraient dû sortir pour dire c'est trop, c'est bon. Ils ne sont pas sortis. Quand le gars gagne l'élection, Maurice Kamto, et qu'on lui vole sa victoire, le soir même, là, quand vous entendez PEC parler, il est presque en train de demander aux Camerounais que les gars, vous n'allez pas laisser ceci se faire. Sortez. Personne n'est sorti. Prestation de serment de Paul Biya. Personne n'est sorti. Le 26 janvier, on tire sur N'Djamène. On tire sur Ndoki. Personne ne sort. On arrête Maurice Kamto avec tout son bataillon. Presque 170 personnes arrêtées dans l'indifférence des Camerounais. Personne n'est sorti. Pourtant, nous, on était énervés à Paris par le fait qu'on a tiré sur ces gens, si bien qu'on allait manifester notre colère à l'ambassade. Ça nous a énervés. S'il y avait quelque chose même encore qui pouvait énerver les Camerounais au point de leur faire exploser de colère, c'était ça. Ils n'ont pas réagi. Plus tard, le 18 mai, on arrête Mamadou Mota. Personne ne sort. Avec d'autres personnes. On leur dit, les gars, on n'a pas peur de vous. Vous allez faire quoi? Personne n'est sorti. On montre un président du parti qui réclame d'avoir gagné l'élection. Donc, président en exercice, vu que le président est en prison. Tabassé. Comme un vulgaire voleur jeté dans une benne de camionnette. Personne n'est sorti. À votre avis, M. Bachot, M. Premier ministre, vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut leur faire réagir? Je vous pose la question sincèrement, à votre objectivité. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut faire réagir ces gens qui n'ont pas réagi depuis? Au niveau du Cameroun, moi je vous dirais, sans pour autant, parce que c'est vous l'invité, si je me mets à poser des questions, à répondre aussi. Je veux juste avoir votre avis sur le sentiment. Et ça me permet de chuter sur la fin pour dire,
Fort de ces éléments, il n'est pas absurde de penser que ce peuple ne réagira jamais. Et c'était le seul qui était capable d'aller sortir Maurice Kamto de prison, aller le mettre à tout dit. C'était le seul. Comme ils n'ont pas l'intention de réagir, ça ne sert à rien de s'entêter et prendre le risque que Maurice Kamto se retrouve 15 ans de prison. Moi, j'ai discuté avec les Sardinats qui m'ont expliqué qu'il pouvait faire 25 ans de prison. Facilement, comme ça, sans blague. Et j'ai dit, waouh, on l'a entraîné dans un trou et il est en train de subir seul. C'est pour ça que j'ai changé radicalement de discours à partir de septembre pour dire, moi, à titre personnel, je demande pardon à Paul Biya. Je pense qu'il n'a pas gagné l'élection, mais il n'est pas le seul en Afrique centrale à gouverner sans avoir gagné. Hein. Voilà Bongo qui a à peu près le cul dans chou actuellement. Il est aussi en forme qu'un légume, mais il gouverne tranquillement, donc il n'y a pas de problème. Donc, Paul Biya, tu as gagné la résistance. Donc voilà. Et quand on gagne dans un match, qu'est-ce qu'on fait? On salue l'adversaire, on change de maillot avec l'adversaire. Donc, ce que tu fais à Maurice Kamto, c'est pas du tout fair play. Tu gagneras avec fair play en sortant Paul Biya, en sortant Maurice Kamto de prison et en libérant ces gens-là parce que leur revendication, il y a une part de légitimité dans cela et vous-même, vous le savez, mais ils ont été trompés par le peuple qui leur a donné l'impression qu'ils allaient les suivre. Ils ne les ont pas suivis. Ils ont compris la leçon. Libérez-les. Voilà. Comme par hasard, 3 semaines après, ils sont libérés. 2 semaines après, pardon, ils sont libérés. Monsieur, de là à ce que je dise que c'est grâce à moi, hein. Donc, monsieur Anango, avec tout ce que vous avez cité, bon, la seule différence que moi je pourrais donner, c'est que ailleurs, on ne tire pas. On ne tire pas sur les populations, et pourtant, au Cameroun, c'est facile de tirer sur les compatriotes, sur les concitoyens, comme si on tirait sur une bête sauvage. Mais, ouais, mais le problème, je vais vous dire avec tout ce que je suis pas d'accord avec vous. Je pense que le professeur Nyamsi, qui n'est, je veux dire, les gens peut-être peuvent me détester, hein, ils ont le choix. Mais le professeur Nyamsi a expliqué mieux que moi ce point en disant que non. On tire sur, le jour qu'on a tiré chez Maître Doki, qu'est-ce que Maître Doki vous a dit? Vous vous rappelez Maître Doki sur son fauteuil lorsqu'elle vient de prendre juste des balles, non? C'était des balles non létales. Rappelons que ils n'ont pas tiré sur ces gens-là pour les tuer, hein. Il faut pas déformer. Ces armes étaient des armes non létales. Célestin Jamen l'a reprécisé l'autre jour dans un plateau. Parce que j'ai l'impression que si je le dis, certains abrutis sont capables de dire que j'essaie d'atténuer la responsabilité du gouvernement de Biya. Il ne convient pas parce qu'on est contre Paul Biya de raconter n'importe quoi, de mentir. Comme l'association Orphanos, viens mon secours. Je suis affamé, à qui tendre la main. La collection anti-jalousie. Le fait que ces gens-là, avec toutes les violences qu'ils ont subies au Cameroun, le fait que Kamene n'ait pas réagi, il était important de changer son fusil d'épaule et c'est ce que j'ai fait en septembre. Et j'ai le sentiment que c'est la stratégie qu'il fallait faire. Il vaut mieux à un moment de limiter la casse, quoi. Voilà. Donc c'était ça ma position. Ok, donc, et selon vous, monsieur Anango, avec tout ce que vous avez cité, est-ce que le président Paul Biya est un sanguinaire? Car certains leaders de la base confirment cela. Bah, vous savez, les leaders de la base aussi n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas la précaution quand ils utilisent leurs propos. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par sanguinaire? Quelqu'un qui a fait quoi? Quelqu'un qui est sanguinaire, c'est quelqu'un qui tue, qui est responsable de plusieurs morts. Vous savez, quand la base partait à Lyon pour bloquer Paul Biya, sur un truc qui est totalement stupide, il y a eu des gens qui ont eu des accidents, certains se sont fait tabasser, certains se sont lancés dans les bagarres. Je vous rappelle que moi, quelqu'un m'a donné rendez-vous dans une gare pour me prouver que j'étais un traître, et lorsqu'il est arrivé là-bas, tout le monde lui disait en direct, fini Serge Anango, tue-le. Alors, si vouloir la mort des gens ou être indifférent sur la vie des gens, c'est être sanguinaire, eh bien, Paul Biya n'est pas le seul sanguinaire qui existe. Chaque Camerounais est un sanguinaire en puissance. Voilà. Ok, et que pensez-vous, parce que vous avez parlé de Lyon, tout ce qui s'est passé là-bas, que pensez-vous de la gifle de Billy?
je trouve... Alors, à la base, je suis quelqu'un qui suis contre les violences. Mais je suis aussi quelqu'un qui suis très attaché à la réciprocité. Parce que la loi qui dicte, la loi qui me dicte, c'est œil pour œil, dent pour dent. Je suis partisan de la loi du talion. Je ne suis pas celui qui va demander aux gens de subir indéfiniment les violences et d'accepter que le bon Dieu rendra et de dire que le bon Dieu rendra. Oui, on vit dans un monde où il y a la justice. Mais la justice, vous savez ce qu'elle est. Elle est parfois plus lente que ce qu'il faut et parfois la justice n'est pas forcément juste. Quelqu'un peut vous gifler et il s'en sort avec une peine avec sursis. Est-ce que vous avez obtenu réparation? Non. Donc parfois, quand vous êtes giflé, le mieux, c'est de gifler aussi la personne derrière, tout simplement. Et la gifle de Billy. J'aurais aimé que vous me posiez la question, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ait tabassé M. Ahmed Kamer en décembre dernier, lors du boycott, en novembre, pardon, lors du boycott de Bendeka à Nanterre? J'aurais aimé que vous me posiez la question là-dessus. Parce que... Je devrais revenir sur ça, mais allez-y. Parce que les Sardinas, il faut comprendre une chose. Les Tontina ont cette particularité que quand il leur arrive un truc, ils font comme si ça n'était jamais arrivé à personne. Je rappelle quand même que les Sardinas sont ceux qui ont le plus subi de violence dans cette affaire. Ils ont tabassé Ahmed Kamer 3 fois de son propre témoignage. Et je ne pense pas que les gens viennent se vanter de se faire tabasser d'ailleurs. Ils ont tabassé Ahmed Kamer 3 fois. Ils ont brûlé la voiture d'Ahmed Kamer, percé les pneus d'Ahmed Kamer, percé les pneus de Sardina, pissé dans les papiers, versé sur les Sardinas, arraché les perruques des Sardinas, jeter des boules puantes sur les Sardinas. Est-ce qu'il y a une seule chose là-dedans qui est conforme aux lois de la République française dans laquelle nous nous trouvons? Non. Pourtant, les Tontina étaient contents. Quand une personne me dit que je suis un traître et que j'ai pactisé avec EDF, avec la complicité de Paul Biya pour déstabiliser la basse, et que je lui dis, prouve-moi ce que tu dis, il me dit, je vais te prouver en face. Donne-moi rendez-vous. Je donne rendez-vous dans une gare. À la dernière minute, il estime que c'est un rendez-vous de bagarre. Les gens l'encouragent à me tabasser. Allez regarder les commentaires. Si je ne savais pas me défendre, il m'aurait défiguré ce jour-là, monsieur le Premier ministre. C'est parce que mal lui en a pris. Il a découvert ce jour-là qu'être ingénieur ne veut pas dire ne pas savoir se battre. Mais si j'étais arrivé ce jour-là et que j'étais quelqu'un à mollasson, si j'étais quelqu'un qui n'avait que la bouche, comme on aimerait croire, oui, il m'aurait bien fracassé le visage et il aurait filmé, il aurait mis sur Facebook. Tout le monde aurait dit bien fait pour la gueule de Serge Anango. Les mêmes personnes qui condamnent la gifle de Billy seraient aujourd'hui en train de dire bien fait pour Anango. Et la preuve d'ailleurs, c'est que cette personne dit même d'ailleurs qu'elle m'a battu, sans la moindre preuve d'image. Vous voyez bien les gens disent oui, bien fait pour ta gueule Serge, alors qu'il n'y a même pas d'image. Hein. C'est sur la base du fantasme. Donc regardez déjà le bonheur que ce fantasme leur procure. Et imaginez à cet instant que ce mec m'avait battu et c'était filmé comme on a filmé Billy. Eh bien, je ne suis pas sûr que je pouvais encore parler sur Facebook. Ces gens, ils ont toujours espéré que je ne sois fort qu'avec la bouche. Mais mal en a pris, je sais me battre. J'ai fait les arts martiaux. Mais mes filles, là, tu crois que si elles ont un gars demain là, qui les fait n'importe quoi, ben, je vais leur casser la gueule. C'est pour ça que j'ai fait ça, mec. C'est pour protéger mes enfants. Oui, je disais tout à l'heure, sans savoir que vous aviez fait les arts martiaux à l'entame, je disais que vous avez grandi dans les beignets H. Donc, ça vous a donné la force. J'ai fait le pouce-pouce, j'ai fait le chant, j'ai porté les troncs de bois de ouf sur ma tête, j'ai fendu le bois. Quand on fend le bois, ça muscle. Voilà, donc j'ai fait toutes ces activités-là quand j'étais jeune, donc ce qui fait qu'on ne peut pas m'impressionner. Quelqu'un va m'impressionner à quelle force? Moi, je peux transporter des charges aujourd'hui, ma femme qui a voté, moi, je peux transporter des charges aujourd'hui, parce que moi, j'ai l'habitude de transporter des charges, j'allais puiser l'eau à 200 mètres de chez moi, j'avais une pente comme ça à gravir, et pour faire le moins de tout possible, à 16 ans, je portais ma mie de 60 litres sur ma tête. Et je me chargeais seul. Quand tu vas à l'eau seul, tu as 60 litres. J'arrivais à porter 60 litres et mettre sur ma tête quand j'avais 16 ans. Donc oui, je sais me défendre. Sauf que ce mec, il était venu, la fleur au fusil, comme on dit. Et aujourd'hui, sur la base de ce fantasme, les gens se réjouissent. Est-ce que des gens qui lui ont demandé de me casser la gueule, qui se réjouissent aujourd'hui du fantasme qui m'aurait cassé la gueule, peuvent être les mêmes qui condamnent la gifle de Billy? Je ne crois pas. Raison. Donc, fort de cela, je trouve que la gifle de Billy, c'était une belle chose. Et Billy, j'en veux d'autres comme ça, là. J'en veux des autres comme ça, là. Pas mal. Ils ont voulu ramener, ils ont voulu quitter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la résistance a eu 2 ères. D'octobre jusqu'en mars.
c'était de l'idée, c'était l'idéologie qui primait. La base a voulu désormais dire qu'elle ne va mener les débats qu'à coup de on va boycotter, on va te tabasser, on va te fracasser la gueule. Allez regarder la directe. Les rares directs que j'ai regardés ces derniers temps, c'était le on va couper les gens avec la lame, je vais partir sur mon couteau. Mais Ahmed Kamer n'est pas le seul à avoir menacé d'amener une arme lors d'une manifestation. Dans un direct d'El Chenou, j'ai vu quelqu'un menacer de couper les gens avec la lame de rasoir. Voilà. Il n'y a pas eu de pétition contre cette personne parce qu'elle est tontinade et que les sardinades ne s'embarrassent pas de ce genre de détails. Les sardinades ne se victimisent pas trop parce que malheureusement, ils ont le mauvais rôle. C'est un peu comme les Blancs. Les Blancs, du fait de l'histoire qui est entre le Blanc et le Noir, fait que le Noir peut être raciste envers le Blanc sans risquer de peine de prison, mais le Blanc ne peut pas. Je peux dire sale blanche. Je ne suis pas sûr que j'ai un tribunal qui peut me condamner, ce n'est pas écrit dans la loi. Mais si Magali dit sale noire, elle peut finir avec le mrap sur le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Et les sardinats sont à peu près dans ce rôle-là. Que oui, ils ont comme étiquette de défendre un sanguinaire, ils n'ont pas le droit de se victimiser. Voilà pourquoi on tabasse Ahmed Kamer, il ne peut même pas aller porter plainte. On le tabasse, il ne peut même pas venir pleurer sur Internet. Il ne peut pas lancer des pétitions contre les sardinats qui vont à des manifestations avec des seringues. Il ne peut pas lancer des pétitions contre les gens qui menacent d'aller couper les gens avec la lame de rasoir. Voilà donc Billy a giflé, non? Les sardinats, les tontinats, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui vont porter plainte? Ça, c'est la version de l'avocat, Amédée Touko. On va porter plainte, on est dans une république de droit. Mais allez regarder les directs. Ils sont en train de menacer, on va les régler ton compte, on va les régler ton compte. Mais vous comprenez très bien que on a quitté les débats depuis. Et c'est pour ça que je dis, je suis très heureux d'avoir quitté ça, parce que moi, je me serais mal vu en train de défendre ce genre de conneries. Moi, je défends. Je suis pour le débat d'idées. Fleur de Lille, pour parler d'elle, je crois que tu connais cette dame. Ah oui. Fleur de Lille, récemment aussi, a fait un direct pour vomir cette brigade anti-sardinale. Pour dire, mais attendez les mecs, vous déconnez les gars, arrêtez tout, c'est fini, remballez vos affaires, rentrez chez vous, c'est bon. Vous avez assez fait, on a vu, c'est bon, c'est fini, ça va. On vous a vu. Quelle a été la réponse? Oh, tu es qui pour parler politique? Bah, je ne savais pas qu'il fallait être quelqu'un pour parler politique, parce que si c'est ça, je suis sûr que Calibri n'a pas le diplôme pour parler politique, Max n'a pas le diplôme pour parler politique. Il y en a plein là parmi eux, là, tous ces gars qui sont fait tabasser là. C'est des illettrés, c'est des cervelés. Ils ont quelle qualité pour parler politique? Ah non, on va dire à Flore, subitement ils sont rappelés que c'est une pute. Ah, tu es une pute, tu peux pas parler politique. Bah si, une pute ça vote. Ça peut parler politique. Parce que la politique c'est l'exercice, c'est la gestion de la cité. Et donc, une pute est impactée. Elle peut parler politique. À partir du moment où sa voix compte en tant qu'électrice, elle peut en parler. Libre à toi de venir la contredire. C'est tout. Les gens, quelle a été la réponse des tontinats? Oh, tu es qui parle politique? On va te boycotter, on va gâter tes soirées à Paris. Vous regardez la réponse des gens qui disent qu'ils veulent la démocratie au Cameroun. Vous vous rendez compte? Vous croyez qu'on peut faire confiance à de tels animaux? Non, on ne peut pas faire confiance à de tels animaux. On ne peut pas accepter ça. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je me définis comme le principal opposant de la base. Et les sardinats, pour l'instant, peuvent se reposer un peu. C'est pas eux que je vais tirer. C'est pas sur eux que je vais tirer. Pour moi, il faut liquider la base. Il faut que cet organisme disparaisse définitivement. Et, grand merci, ils me rendent service avec leur déconvenue, leurs échecs. Ils sont en train de me rendre vachement service là-dessus. Et on va y arriver. En tout cas, pour ajouter quelque chose à ce que vous disiez sur le fait de traiter Flore de Lille de pute, j'en connais une, la Ticciolina, une pornostar qui est devenue députée après en Italie. Voilà. Quand une fille, pour répondre à un montage malhonnête, hideux, irresponsable, a décidé de faire du striptease, on a expliqué que c'était une malédiction africaine, alors que les femmes, c'est des politiciennes, leurs opinions politiques sont respectées. On n'a jamais remis en question la légitimité de leurs revendications du fait qu'elles se baladent seins nus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il convient à chaque fois, avant de juger une personne, de se placer en référence. Vous venez utiliser les traditions africaines pour juger une fille qui n'en a rien à foutre des traditions africaines. Donc là encore, vous êtes dans l'inutile en fait à chaque fois. On est dans l'inutile. C'est-à-dire que ça choque les Africains, alors que les Occidentaux n'ont aucun problème avec ça. Et il se trouve qu'il est dans une société occidentale. Pour la recruter, on va pas refuser la recruter à cause de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc la Ticciolina, qui est une actrice porno, elle a été dans Danse à Elesta actuellement. Dans Danse à Elesta actuellement. Il n'y a pas Clara Morgan par hasard? Danse à Elesta reçoit des vedettes, y compris les Florent Pagny, les Biga, les grandes personnes, les grands artistes, parfois même des acteurs, qui ont le vent en poupe. Mais ils reçoivent aussi Clara Morgan, ancienne actrice porno. Voilà. Nous allons revenir un peu tout à l'heure, vous parliez de Ahmed Kamer.
N'oublions pas que Amer Kamer, à une certaine période, récemment, il a même fait la une des journaux avec l'arme blanche menaçant. Et j'ai une amie qui est dans le groupe fermé qui dit qu'Amer Kamer est pour la peine de mort. Donc, pour lui, c'est une mascarade. Qu'est-ce que vous dites à propos de cela? Alors, avec ses propos, sa façon de faire, et est-ce que vous serez à la marche du 9 novembre? non, évidemment, il faut être cohérent. Quand je dis que toute marche en Occident ne sert à rien, ce n'est pas contre les Tontina. Les Tontina le prennent contre eux, mais pour moi, je dis les patriotes, s'ils veulent marcher pour faire solidarité au gouvernement, qu'ils aillent marcher à Yaoundé, c'est le même tarif. Je suis désolé. Je vous rappelle encore que j'ai été dans un accident de train au Cameroun. J'ai failli y passer. Quand je suis revenu, on a organisé une marche à Paris en soutien aux victimes. Je n'y suis pas allé alors que j'étais victime. Parce que je considérais que cette marche, pour qu'elle ait un sens, elle aurait dû être à Yaoundé et non pas à Paris. Donc les patriotes, la marche, les patriotes en fait existent par réaction. C'est ce qu'on appelle la propulsion par réaction. Quand on a créé la brigade anti-Sardina, ils ont créé la brigade anti-Tontina. C'est après que, voyant que c'est un peu compliqué comme concept, ils ont changé vers patriotes. Vous voyez? Comme les Sardina, les Tontina ont organisé la marche, ils ont décidé aussi d'organiser la marche, tout simplement. Donc, il n'existe que par réaction. Donc, cette marche est une marche stupide. Pour moi, elle n'a pas de sens. Qu'est-ce que j'irais foutre là-bas? Revenons alors sur Amer Kamer et ses armes blanches. Alors, Amer Kamer, encore une fois, il faut toujours passer les choses dans le contexte. Il ne risque rien. Aucun tribunal ne va le punir parce que beaucoup de gens qui s'emballent là, c'est pas parce qu'on parle de vous dans les journaux que ça veut dire que vous risquez quelque chose. Il faut rappeler que le pouvoir médiatique n'a aucune influence sur le pouvoir judiciaire. Donc voilà, le pouvoir médiatique peut parfois informer le pouvoir judiciaire d'un certain nombre de faits avec un procureur qui s'autosaisit. Donc pour le cas d'Amer Kamer, il faudrait qu'il y ait un procureur qui s'autosaisisse de l'affaire et estime que là-dedans, il y a matière à qualifier d'incitation au génocide. Voilà. Pour ça, il faudrait déjà qu'il soit compétent parce que Amer Kamer ne serait pas en train d'inciter à un génocide sur le sol français, mais à un génocide sur le sol camerounais. Je n'ai pas l'impression que j'ai dans ce direct. Il a dit ceux qui vont venir vandaliser l'ambassade, je vais les couper à la machette. Il n'a pas dit il faut prendre la machette, vous coupez les Bamileke de Yaoundé, vous les chassez chez eux. Il n'a pas dit tous les Bamileke qui sont en France, il faut prendre la machette pour les couper. Il n'a pas dit tous les Bamileke qui sont à Brive-la-Gaillarde ou à Paris, il faut les couper à la machette. Il a dit si vous venez à l'ambassade pour perturber le dialogue organisé par Paul Biya, avant que la police n'arrive, je vous aurais coupé à la machette. Il y a une condition au départ qui est ignorée par les gens. Il faut savoir écouter les gens quand ils passent. Ce n'est pas parce que vous détestez une personne que vous devez déformer ses propos. Il n'a pas dit je vais venir là, je vais couper les gens à la machette. Il a dit si vous voulez perturber le dialogue organisé par Paul Biya, je vous coupe à la machette. Bon, le jour du dialogue, est-ce qu'il était à l'ambassade donc? Je l'ai vu ailleurs, mais je pense en Suisse. Ah voilà, c'est bien la preuve que c'était un blagueur. Tout ça pour rien. En fait, les Tontina sont déjà à appeler les pompiers quand on allume une cigarette. Il n'y a pas matière à faire, tout ce point-là. Je vous dis, il n'est pas plus violent que le salopard qui est venu dans une gare, pendant qu'il était dans une gare pour dire, je vais mourir aujourd'hui. Je vais mourir aujourd'hui. Les gens lui disaient, vas-y, finis Serge Anango. On lui disait, arrache même le bras de Serge Anango. Et il était très heureux parce que, pour une fois, il avait l'impression qu'il existait. Ils ne sont pas mieux qu'Amer Kamer. Je suis désolé. Amer Kamer pour la peine de mort. Bah, moi aussi, je suis pour la peine de mort, figurez-vous. Pas moi. Oui, je suis pour la peine de mort. Il y a des crimes qui méritent que la personne se débarrasse de lui définitivement. Quand vous avez une personne qui vole des milliards, privant beaucoup de personnes, Amer Kamer dit, je suis pour la peine de mort pour ces gens-là. Voilà, moi, un Sardina qui a le courage de dire qu'il y a beaucoup de Sardina qui méritent qu'on les tue. C'est pas mal, ça. C'est pas les Tontina qui disaient ça. Dès que vous critiquez un Tontina, vous avez toute une meute qui se jette sur vous. J'ai par exemple dit que Bruxelles... Monsieur, je vais vous couper 2 secondes. Est-ce que vous pensez sérieusement que Amer Kamer soit un Sardina? Parce que moi, je vais vous faire une confidence. Amer Kamer m'avait appelé une fois, il y avait un voice qui tournait de Sismondi Bichoka. Il m'a dit, c'est vous l'auteur de ce voice? J'ai dit non. Il m'a dit, nous voulons tous le changement, mais pas de cette façon. Mais j'ai omis de lui demander, mais de quelle façon? Donc, je me demande s'il est vraiment Sardina. Bah, justement, la question est la même, hein, c'est-à-dire que c'est très facile de dire qu'on ne veut pas le changement de la façon que proposent les anti-Sardina. Bon, quoi qu'il n'y a pas de façon, hein, de toute façon, donc c'est pas compliqué. Mais effectivement, la façon,
Ça n'existait pas. Or, la façon de Sardina, c'est de dire il accompagne Paul Biya. Donc, au final, en fait, c'est un peu incompatible avec les anti-Sardina. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, il existait d'autres manières de faire. Moi, je pense que la politique, c'est la séduction. On doit draguer le public comme on drague une femme. Or, les anti-Sardina, à partir du moment où vous ne chantez pas la même récitation qu'eux, au lieu d'essayer de discuter avec vous pour comprendre pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous rejettent et vous qualifient de traître. Et que se passe-t-il derrière? Mais l'équipe d'en face, qui sait reconnaître les bons grains, vous copte. Vient vous défendre, même d'ailleurs, joue vos avocats. Et lorsque vous êtes défendu par les Sardinats, les mêmes personnes qui vous ont rejeté viennent dire, bah voilà, c'est vrai que tu étais un Sardinat. En fait, on postule que tu es Sardinat. On décide que tu es un traître. On te rejette. Et lorsque les Sardinats viennent te défendre et te soutiennent, là on dit, vous voyez, c'est un traître. Elle est où la différence entre ceux qui ont arrêté Maurice Kamto avant de chercher les preuves contre lui? Je vous rappelle qu'on a arrêté Maurice Kamto, le 26, avant d'essayer d'établir le lien à Maurice Kamto à les ambassades de Paris pour justifier sa détention provisoire. Donc les anti-Sardinats, ils ont à peu près le même comportement que les Sardinats. Ils ne sont pas différents de ce point de vue. Et donc, c'est bien ça le problème. Ahmed Kamer, quand vous demandez est-ce qu'il est vraiment Sardinat, honnêtement, je vais vous dire, Ahmed Kamer, c'était un ami. Pendant un moment, on avait à peu près la même vision du Cameroun et ce qu'il fallait faire pour faire sortir les Camerounais. Quand il avait ces messages-là sur Internet, il parlait, il y avait que 3-4 personnes qui l'écoutaient. Il faisait des directs, parfois pendant 2 heures, il n'y avait que 4 personnes qui l'écoutaient. Un matin, il s'est levé. Il a dit, comme les Camerounais n'aiment pas entendre parler du changement, je vais leur dire que leur pays est bien comme ça. Il a commencé à faire les directs pour soutenir le RDPC, il est devenu une star. Et voilà. Ahmed Kamer, je pense qu'il joue plus un rôle que ses convictions. Ahmed Kamer était au Cameroun, je l'ai appelé, il me racontait ce qu'il vivait au Cameroun, c'était dramatique. Il a pris un avion, on voulait même le faire décoller avec l'avion sans fermer complètement la porte, quoi. Ça dit qu'il n'y avait pas d'étanchéité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Risque de décompression, en altitude. Mais il arrivait quelque part, il est revenu avec la teigne. Il est revenu du Cameroun avec la teigne, parce que l'eau n'est pas de bonne qualité. Donc il a subi les conséquences. Il est venu à la nage. Donc oui, c'est un faux Sardinat. Ahmed Kamer est plus Tontino compatible que Sardinat. Mais simplement, il a choisi, il est aussi un peu opportuniste. Et il a flairé l'opportunité plus du côté des Sardinats que du côté de Tontina. Et il a eu raison. Parce que si c'était battu du côté des Tontina, le jour où il aurait eu une voix dissonante, on l'aurait rejeté en pâture. Voilà Ahmed Kamer. Ils ont beau avoir des problèmes avec les Marie-Paul et tous ces gens-là, on ne remet pas en question la légitimité de son combat. Les gens n'essayent pas de le détruire, on ne va pas signaler sa page. Regardez-moi. Regardez comment on me traite. Ahmed Kamer ne peut que dire que j'ai eu raison de me mettre chez les Sardinats. Il a moins d'emmerde, même en cas de différence. Ils ont beaucoup de points de divergence entre eux. Ils ont des clashs qu'ils font entre eux. Mais ça reste sain. Il n'y a pas l'envie de détruire l'autre. Il n'y a pas l'envie de faire taire l'autre. Il n'y a pas la volonté de le tuer. Les Tontinats sont arrivés à un niveau où beaucoup d'entre eux, s'ils avaient un flingue avec Paul Biya en face et moi en face, ils hésiteraient à savoir qui tirer. Vous vous rendez compte quand même? C'est dit qu'ils n'ont jamais été là pour le combat. Ils ont perdu l'essence du combat. C'est fini le combat. Il n'y a pas longtemps, permettez-moi s'il vous plaît, il n'y a pas longtemps, j'ai invité Marie-Paul Paul, j'ai invité aussi Monsieur Zogo. Ce que j'apprécie sur vous, c'est que vous ne vous dérobez jamais. Je disais à l'entame, peut-être vous suivrez, je disais à l'entame, vous avez la tchatch. Ça veut dire qu'un intellectuel, mais qui a la tchatch, mais positivement, au sens positif. C'est-à-dire que des gens ont embrassé certaines choses, mais n'arrivent pas à s'expliquer, dire aux gens pourquoi je suis là, pourquoi je suis là, pourquoi je suis là. Avec tout ce que nous voyons au Cameroun, j'ai demandé à M. Junior Zogo, vous voulez accompagner le chef de l'État, un peu comme Marie-Paul Paul. Mais depuis 37 ans, les gens l'ont accompagné. Êtes-vous content de votre pays? Sincèrement, je n'ai pas eu de réponse. Il a renvoyé l'entretien à une autre fois. Marie-Paul Paul, elle se vante aujourd'hui d'avoir botté en touche mon invitation. Bon, j'ai en face de moi, sans vous jeter les fleurs, mais je pourrais même, un intellectuel qui, en toute humilité, vient m'expliquer ce qui pourrait apporter un plus au quotidien des gens. C'est-à-dire que, en vous écoutant, on apprend. Ça me permet de passer à la prochaine question, sauf si vous avez un commentaire à faire là-dessus.
Ben, écoutez, je vous ai toujours dit que quand vous êtes vrai, j'ai toujours dit, pardon, que quand on est vrai et qu'on est sûr de ce qu'on fait, on n'a pas peur. Voilà pourquoi je suis l'un des rares qui, dans la plupart de mes vidéos, lorsque je suis attaqué, je donne la parole à celui qui m'attaque de venir me contredire. Et la réalité, c'est qu'ils ne le font jamais. Les rares fois où j'ai donné la parole à quelqu'un, au bout de 2 minutes, il me disait que si j'étais en face, je vais être fracassé. Bon, voilà. Le problème, c'est que tous ces gars qui ont l'habitude de dire que s'ils m'ont en face, ils vont me fracasser, on aurait bien voulu qu'ils soient à Lyon pour fracasser ceux qui les ont fracassés à Lyon. Mais c'est marrant, leur force, ce n'est que chez moi. Ils sont dans un déni total, mais de toute façon, on reviendra sur les conclusions de Lyon, parce que c'est important de tirer les leçons de Lyon. Il faut quand même en parler, mais je te laisse poursuivre. Oui, je suis survoté. Okay. Je ne sais pas répondre, parce qu'il faut savoir que Junior Zogo, beaucoup de gens l'ont attaqué. Moi, je ne l'attaquerai pas. Pour les mêmes raisons que j'ai toujours décidé de ne pas attaquer Jean de Dieu Momo pour son ralliement à Paul Biya. C'est compréhensible. Pourquoi c'est compréhensible? C'est les Camerounais qui fabriquent ce type de dirigeants. Quand vous savez respecter, regardez aujourd'hui Maurice Kamto. Maurice Kamto aura accepté un marché avec Paul Biya au lendemain du hold-up électoral. Il aurait été qualifié par la population de traître, mais il aurait une meilleure situation que celle qu'il a aujourd'hui. Il a voulu suivre ses convictions, son éthique. Il s'est retrouvé seul face à ses responsabilités. Les dégâts collatéraux financiers qu'il subit aujourd'hui, personne de la diaspora ne cotisera pour dire qu'on va compenser cela. Et c'est bien ça le drame. Donc quand vous avez en face, vous avez des gens de Dieu Momo qui regardent ça et qui disent bah, putain, j'ai bien fait de choisir le bon camp. Aujourd'hui, il est quoi? Il est ministre. Jean de Dieu Momo, insultez-le comme vous voulez. Le fait est que ce mec, il s'assoit dans une voiture à l'arrière, à l'avance. Et il y a 2 motards qui l'ouvrent la route. Voilà. Donc tout ce que vous pouvez avoir comme insulte ne changera rien à cette situation. Il s'assoit dans une bagnole à l'arrière, la voiture avance. Ça veut dire qu'il a un chauffeur en permanence. Il ne conduit plus depuis qu'il a le décret. Il y a 2 motards qui ouvrent la route. Ça, c'est la réalité. Et vous pouvez l'insulter tout ce que vous voulez. De ce point de vue, il est gagnant. Est-ce que le Cameroun reconnaît la droiture? Évidemment, non. Je suis attaqué, qualifié de traître, parce que j'ai voulu demander au Tontina de faire preuve d'exemplarité en condamnant le mauvais grain qu'il y a dans votre camp. C'est tout ce que je leur ai demandé de faire. Je suis aujourd'hui qualifié de traître. Donc, en fait, j'aurais eu moins d'emmerde si dès le départ, j'avais choisi le côté de Sardina. Si au lendemain du hold-up électoral, j'avais choisi de prendre de fait et cause pour Paul Biya, j'aurais beaucoup moins d'emmerde aujourd'hui. Vous pensez que si c'est à refaire, je ressoutiendrai Maurice Kamto avec tous les risques? J'ai perdu tous mes comptes Facebook. Avec des gens qui vont écrire à ma femme pour raconter n'importe quoi. Regardez tout ce que j'ai subi. Si c'était à refaire, non. Soit je ne m'y mêlerais pas, et si je me mêlais, je serais Sardina. Juste pour la tranquillité, parce que oui, les Sardinas sont tranquilles. Ahmed Kamed était comme moi avant. Il avait les mêmes positions que moi. Sauf que quand il a choisi de soutenir Biya, moi j'ai choisi de soutenir Maurice Kamto. Résultat des courses aujourd'hui, il a moins d'emmerde que moi. Il a moins d'emmerde que moi. Mais monsieur le sergent, est-ce que c'est très important? Ça veut dire qu'à un certain moment, vous pouvez jeter la pierre à Roch Benlind qui, à un certain moment, a démissionné, ou alors à Titi Sedioua qui a voulu être candidat. Non, je vous dis honnêtement, c'est pas à moi de le faire. Les Camerounais, s'ils avaient l'honnêteté d'apprécier des gestes symboliques de ce type-là, leur juste valeur, oui, ça vaudrait la peine. Jean de Dieu Momo, avant de devenir Sardina, il a combattu Paul Biya, farouchement. Je rappelle quand même que c'est l'avocat des 9 de Bépanda et qu'à l'époque, pour être avocat des 9 de Bépanda, il fallait avoir des couilles. C'est un mec qui en a dans le pantalon, hein, Jean de Dieu Momo. C'est pas quelqu'un qui se dérobe, hein. C'est quelqu'un qui est prêt. Il y a des professions au Cameroun que quelqu'un peut avoir, vous dites qu'il n'a pas le niveau de la profession. Avocat, non. Quand vous voyez un avocat sur un plateau raconter des conneries, il fait exprès. C'est un métier où votre rendement dépend de votre intelligence. Ce n'est pas comme un préfet qu'il peut acheter le concours et après il dit n'importe quoi. Si vous êtes un avocat, vous êtes nul, vous ne gagnez aucun procès, point barre. Votre rendement dépend de votre intelligence. Vous comprenez ce que je veux dire? Et venir dire que Jean de Dieu Momo est idiot, c'est être complètement débile. C'est le même niveau de débilité que venir dire que je suis idiot parce que je ne sais pas votre cause. Enfin, on ne peut pas être ingénieur si on est idiot. Donc Jean de Dieu Momo, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait défendre ses intérêts. Qui à un moment donné s'est dit, si je choisis Maurice Kamto aussi là, je risque d'aller en prison. Est-ce que le peuple pour lequel j'aurais choisi Maurice Kamto va s'élever pour moi? Les faits lui donnent raison.
Il aurait choisi Maurice Kamto, il aurait été en prison à Maurice Kamto. Sauf que pendant que Maurice Kamto et les autres allaient en prison, je ne suis pas en train d'encourager la trahison. Je suis en train de dire que les Camerounais sont responsables de cela. Il ne faut pas se contenter de tirer sur Jean de Dieu Momo, c'est limiter la responsabilité de Camerounais. Je rappelle que Jean de Dieu Momo s'est battu pendant 25 ans contre Paul Biya. Il avait des menaces de mort, il était seul face à cela. Il était insulté, il était seul face à cela. L'argent qu'il perdait, il était seul face à cela. Il a décidé à un moment donné de dire, ça suffit. Et il a choisi le bon timing. Je ne peux pas l'attaquer, c'est la même chose que Zogo. Zogo, c'est celui qui allait jeter, qui a attaqué Paul Biya à l'hôtel Meurice. Il faut avoir le courage et la colère pour le faire. Ce Zogo-là était vrai. Mais Zogo, quand il y a eu des démêlés avec la basse, on allait l'appeler traître. Alors qu'il n'avait pas remis en question ses convictions. On allait dire qu'il est un traître. Eh bien, Zogo a dit, comme vous voulez que je sois un traître, je vais vous montrer que je suis un traître. Il est retourné dans sa famille. Voilà quelqu'un qui ne peut plus mettre des pieds au Cameroun parce qu'il défend une conviction. Vous osez l'appeler traître. En gros, il se met à dos tout un gouvernement et vous le rejetez. Donc il se retrouve au milieu, il n'a plus personne. Qu'est-ce qu'il doit faire? Même si je devenais Sardina aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs que Paul Biya a fait sauter la sanction pour tous ceux qui ont été impliqués dans quelques événements que ce soit. Donc au jour d'aujourd'hui, je peux aller au Cameroun. Mais imaginez que Biya n'avait pas fait cette sanction-là. N'avait pas levé la sanction sur ce point-là. Au jour d'aujourd'hui, je serai le cul entre deux chaises. Je ne peux pas aller au Cameroun parce que mes activités m'ont poussé à être contre Paul Biya, à dire des choses qui font que si j'arrive au Cameroun, on m'arrête. Mais du côté de ceux avec qui j'ai fait, je suis considéré comme traître. Tu te retrouves où finalement? Mais tu vas vers le camp qui t'accepte le mieux. Il se trouve que dans cette histoire-là, c'est les Sardinats qui sont les plus compréhensifs. Ils te pardonnent plus facilement. Tu attaques depuis 5 ans, ils sont plus compréhensifs envers toi. J'attaque les Sardinats depuis 5 ans, ils sont plus compréhensifs envers moi. Sauf que les Tontina que je n'attaque que depuis quelques semaines, ils veulent ma mort. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc, à un moment donné, le comportement de Zogo, c'est les gardes, c'est les Tontina qui sont responsables. Je n'attaquerai pas Zogo, c'est les Tontina qui sont responsables. Et maintenant, Zogo se dérobe peut-être parce que il ne va pas être à l'aise avec certaines questions que tu vas lui demander. Il y a quand même encore l'homme de conviction qui se cache derrière. Ce qui reste maintenant de la résistance, c'est la posture. C'est-à-dire que les gens sont dans une posture. Il n'y a plus de conviction. Les hommes de conviction dans cette résistance ont abandonné depuis. Les Sardinats ont au moins la cohérence. Depuis le départ, ils sont dans la posture. Or, les Tontina, au départ, sont venus avec les convictions, l'éthique. Sauf qu'ils l'ont trahi eux-mêmes, ils ont perverti, ils ont bafoué ça eux-mêmes. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus éthique, il n'y a plus de conviction dans cette affaire-là. C'est fini. Nous autres, nous sommes à côté. Vous vous rendez compte que, comme tu le disais tout à l'heure, les gens qui sont capables de développer et de dérouler des idées, c'est ceux dont ils s'en vantent le plus d'avoir éjecté. Ça veut tout dire quand même. Et depuis qu'ils m'ont éjecté, quels sont leurs résultats donc? Venez donc, qu'ils viennent donc nous narguer, avec leurs résultats. Mais ils n'ont pas de résultats pour nous narguer. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils m'éjectent, comme ils disent. Hein? Donc je rappelle que c'est moi qui suis parti, mais je me mets toujours dans leur référentiel. Donc mettons-nous dans la tête d'un Tontina stupide. Ils m'éjectent, comme il dit, en disant que le combat va mieux se passer sans moi. Je leur dis non. Vous avez tous vous portez en vous les germes de votre propre échec. On m'insulte que je suis jaloux, que je veux la visibilité, que je veux que soit ça avance, que sans moi le combat meurt, mais que ça va me survivre. Donc bref, on me nargue. Quand exactement ce que j'ai prévu se passe, on veut m'enlever la liberté de venir constater que, mais attendez les gars, j'avais raison. Regardez ce qui se passe, c'est pas ce que je vous avais dit. C'est bien pourtant ce que je vous avais dit, non? On vient encore m'insulter. Prenez Lyon. Ce qui s'est passé à Lyon, je leur avais dit en mars que le combat, vous allez passer votre temps à vous tirer sur vous. Les Sardinats vont passer le temps à se renforcer derrière. Eux, ils étaient en position de faiblesse. Ils sont en train de prendre la position de force. Et un jour, c'est eux qui vont venir aux manifestations vous casser la gueule. Au début, vous les avez tabassés quand vous alliez boycotter les artistes. Eux, ils ne venaient pas bagarrer. Eux, ils venaient enjoy la soirée. Ils n'étaient pas en tenue pour bagarrer. Vous étiez là en tenue de guerre. Donc, vous étiez en position de force. Vous allez arriver au niveau où c'est eux qui vont maintenant venir vous barricader, bloquer toutes vos manifestations. Ils ne m'ont pas écouté. Ce qui s'est passé à Lyon, c'est exactement ce que je leur ai dit. Quand je constate que c'est un échec catastrophique, on vient m'insulter, monsieur le Premier ministre. Sauf qu'une vidéo a fuité récemment,
où on voit Wanto lui-même, en petit comité, dire que le bilan de Lyon est une catastrophe naturelle, qu'ils ont échoué, ils se sont chiés dessus. Donc, on vient m'insulter pour ce qui est vrai, pour après reconnaître ce qui est vrai. Quand je dis que Bruxelles, échec flagrant, Bruxelles, c'était plus un concert qu'autre chose. On est venu m'insulter. Pour quelques jours après, être les premiers à dire que oui, c'est vrai que c'est un concert, la révolution, ce n'est pas les concerts. On m'explique. Quand je vous dis que c'est la posture, eux-mêmes, tu as partagé une vidéo sur ton direct, sur ton mur, où quelqu'un explique qu'on va à Lyon pour bloquer Paul-Biya, quelqu'un va bloquer un tram. Il aura pas. Ok, ça me permet d'enchaîner avec une question à 3 volets. C'est-à-dire qu'on va parler, ça veut dire donnez-nous votre point de vue sur les activités à Lyon, sur la situation, tout ce qui s'est passé à Lyon, sur les casses, les pillages de Sam Melima, et votre point de vue sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Essayons un peu d'englober. Alors, première chose, ce qui s'est passé à Lyon, comme on peut le constater, c'était un échec de la part de la brigade anti-Sardina. Ils ont essayé, comme ils peuvent. Ils font déjà beaucoup de politique d'ailleurs. Ils font exactement ce que Paul Biya fait. C'est-à-dire que le gouvernement Biya échoue, mais vient avec des éléments de langage pour dire qu'ils ont réussi. C'est-à-dire qu'ils arrivent par un tour de passe-passe communicationnel à transformer un échec en victoire éclatante. On n'a pas ce temps de le dénoncer. Je fais partie de ceux qui l'ont dénoncé sur Internet. Qu'attention, ce qu'ils disent là, ça cache leurs échecs. Voilà. Ils sont partis à Lyon. On a tous vu les images. Vous avez vu quelque chose qui se soit passé à Lyon? Vous avez vu une seule chose qui soit passée à Lyon, qui soit de nature à plaider pour la basse. Je veux dire, à mettre sous, comment formuler cela? Je veux dire, est-ce que quand vous regardez la basse, ce qui s'est passé à Lyon, y a-t-il une seule chose à mettre à l'avantage de la basse? Je vous dis, vous êtes observateur. Là, ce n'est pas le journaliste que j'interroge, mais l'observateur. Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre à l'avantage de la brigade anti-Sardina sur ce qui s'est passé à Lyon, au regard des images que nous avons tous eues? Sans avoir besoin de parcourir les directs, hein. Je regarde les images. Je veux dire, il y a beaucoup d'images qui sont à leur désavantage, mais eux non plus n'ont pas d'images à leur avantage. Donc au final, on est tenté de penser que s'ils ne réagissent pas, c'est qu'ils n'ont rien. Ils avaient tous ces téléphones. Hein. Donc moi, je n'ai pas vu. Quand vous voyez donc que des gens reviennent de là et font des posts pour dire succès total, Lyon, en pensant qu'en criant succès total, les faits vont changer. Ben non, les gars ont vu. On a des yeux pour regarder. On a vu un Tontina se faire gifler et les autres étaient là pour regarder comme ça. On a vu un Tontina se faire tabasser, molester comme un chien. Il paraît que c'est Calibri. Les gens regardaient. On a vu quelqu'un qui a reçu une décharge foudroyante, si bien qu'on le voit baisser son pantalon pour tâter s'il a encore ses couilles. J'ai l'impression qu'il a reçu une secousse sismique de magnitude 5 à l'échelle du Bir. C'est bien qu'il était obligé de vérifier s'il a encore ses couilles. Donc, tout ça, ils étaient seuls. Une nana s'est fait fracasser la jambe. Il était seul. Elle était seule, pardon. Personne n'a bondi sur ceux qui ont fracassé la jambe. Je vois un autre quelque part qui a les pieds, qui est balancé. Tu sais comment on faisait à l'école primaire? Chacun te tenait un bras, on te balançait, on te tabassait. 5 gars de la DSP qui s'occupaient de ce mec. Personne n'est venu lui porter secours. Et vous voulez nous expliquer, ils ont voulu nous expliquer que c'était un succès total. J'ai dit, mais vous vous foutez de la gueule de qui? J'ai l'impression que vous écrivez pour répondre aux détracteurs au lieu de rendre compte sur les événements. Donc vous faites dire à la politique, vous avez pire que Paul Biya. Non, Lyon, c'était une catastrophe. C'est le pire des échecs. Genève, pour moi, c'était un échec. Je l'avais dit. Vous partez à Genève bloquer un président, on vous a cantonné à une place, vous êtes resté là-bas toute la journée, vous êtes rentré chez vous, à aucun moment vous avez approché l'hôtel. Oui, ils ont approché l'hôtel par surprise le lundi d'avant. Mais ils ont été rapidement maîtrisés. Donc ça servait à quoi? Ont-ils eu l'occasion de rencontrer Biya? Non. Ils ont fait face à la garde de Paul Biya. Donc c'était un affrontement physique contre physique. Donc, ça devient une bagarre générale. Ce n'est pas pour vous n'êtes pas allé bloquer Paul Biya, vous n'avez pas affronté Biya. Ils sont partis à Genève 2 fois, échec total. Moi je disais que c'est un échec. Personne, on m'insultait, on me disait non, c'est une réussite parce qu'il y avait du monde. Ils mettent l'accent sur les moyens et pas sur les résultats. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Hein. C'est de dire que l'ordinateur PBHV vaut 250 000 francs CFA. Tu t'arrêtes là. Donc 250 000 francs CFA, ça veut dire 400 euros. Tu t'arrêtes là, mais tu ne parles pas des performances de l'ordinateur qui ne valent pas celui d'un ordinateur de 30 euros en bain. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Tu mets l'accent sur le moyen
mais pas sur le résultat. C'est ce que font les gars de la base. On était nombreux, on était nombreux. Voilà. Quand ils ont fait la marche du 18 mai, je leur ai dit que ça ne servait à rien. La même marche, il aurait fallu qu'elle soit à Yaoundé. Vous faites ça à Paris, ça ne sert à rien pour moi. On est venu m'insulter. Depuis lors, tous les leaders de cette marche aujourd'hui ne se parlent plus. Ils s'insultent tous sur Internet à longueur de direct. C'est la catastrophe. Donc, ce n'est pas parce que vous dites que quelque chose est un succès que c'est un succès. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai été insulté toute cette semaine quand je dévoilais les ratés de Lyon. Jusqu'à ce qu'une vidéo de l'un d'eux-mêmes, de l'un de leurs responsables, même en petit comité, disant que non, c'est une catastrophe. Tant sur le plan humain, on a plein de personnes qui étaient à garde à vue, plein de personnes qui sont portées disparues, plein de personnes qui ont été tabassées. Il y a eu de la casse. Et certains ont d'ailleurs estimé qu'il y a un jeu fourbe derrière, c'est-à-dire que les gens qui vont bloquer le tram, quel est le but en bloquant le tram, mon cher? J'ai remarqué d'ailleurs que dans ce combat, c'est les femmes qui sont parfois plus courageuses parce que c'est elles qui subissent la casse parfois. Hein. Quand ce mec va bloquer le tram, qu'est-ce qu'il espère? Ce qu'il espère, c'est d'être arrêté et d'être mis en garde à vue. Bon, attends, papa. Vous voyez ce que je veux dire? Il est mis en garde à vue le temps que tout se passe et il est libéré à la fin. Et il va sortir, il dit, je sors de garde à vue, je suis un général, j'ai répondu présent, j'ai affronté la police. Alors qu'il n'a pris aucun risque. Vous ne risquez rien en garde à vue. Hein. En garde à vue, vous êtes même nourri par la police d'ailleurs. Les casses et les pillages de Saint-Mélima et puis le nord-ouest de... Alors, les casses et les pillages de Saint-Mélima, c'est toujours le côté camerounais déplorable que j'ai toujours dit. Qu'est-ce qui a commencé? Moi, j'ai toujours été contre la justice populaire. J'ai toujours été contre la justice populaire. À savoir, je considère qu'on ne doit pas tuer quelqu'un parce qu'il a volé une moto. Et j'ai cru comprendre que les casses de Saint-Mélima sont parties de là, non? Du fait qu'on a tué quelqu'un pour un vol. Est-ce que c'est normal de tuer quelqu'un pour un vol? À l'évidence, non. Maintenant, ils ont tué quelqu'un qui a volé une moto. Les gens ont décidé de riposter à leur façon. Je suis désolé, ça part du principe, ça part du fait qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. Dans un pays où la justice est là pour porter réparation, où vous pouvez porter plainte, vous obtenir réparation. Si on tuait ton enfant et tu savais que, en portant plainte, une condamnation judiciaire pouvait conduire à une réparation qui fait je sais pas moi, que la société verse à ta famille une somme substantielle. Il n'y aurait pas ce genre de choses. C'est une anomalie du système camerounais. Je ne peux pas juger ces gens-là. C'est une anomalie du système camerounais. Les gens viennent se surprendre aujourd'hui qu'on ne les a pas portés poursuivis, on ne les a pas mis en prison. Vous avez vu quand les gens qui tuent souvent les voleurs dans les carrefours, on a dû arrêter un pour mettre en prison. Non, ce n'est pas normal. Pourtant, ils doivent aller en prison. Vous ne devez pas tuer quelqu'un parce qu'il a volé. Ça fait des années que je suis contre la justice populaire, que je trouve anormal. Mais il y a toujours des gens qui viennent justifier que non, ces gens-là, quand ils viennent chez vous, ils violent vos enfants, ils vous tuent. Donc, on justifie la justice populaire par des cas qui sont singuliers. Tout voleur n'est pas un violeur qui tue. Il y a des voleurs qui ont juste faim, monsieur le Premier ministre. Et ça, je ne trouve pas normal qu'on tue quelqu'un pour ça. Et la conséquence derrière, pour moi, j'ai pas envie d'aller m'appesantir sur les conséquences des casses des boutiques pour une raison simple. Nous avons cassé une ambassade. Je dis nous, puisque j'assume entièrement ce qui s'est passé dans l'ambassade. Nous avons cassé une ambassade parce qu'on avait tiré sur Maître Ndoki. Nous nous offusquions que les gens osaient venir condamner la casse de l'ambassade plus que la fusillade. Nous n'allons pas jouer leur jeu. Qui a tué le motard? Qui a tué le voleur de moto? C'est les Bamoun, il me semble, non? C'est ça, non? Ils ont tué un voleur de moto. C'est anormal de tuer un voleur de moto. Eh bien, ce voleur de moto, il était dans Saint-Mélima, c'est ça. Eh bien, les autochtones ont décidé de se venger de leur façon. Et là où la différence entre nous qui allons casser les ambassades, parce que Maurice Kamto a été arrêté, Maître Ndoki a été tiré dessus, et Célestin Djamène tiré dessus. Est-ce que la réponse de casser l'ambassade est une réponse de droit? Non, c'est une réponse de colère. Quand on s'assoit après la colère et qu'on réfléchit, on se dit que ce n'était pas la chose à faire. On est d'accord? Après réflexion, ce n'était pas la chose à faire. Mais ce jour, nous étions en colère. On l'a fait. Est-ce que c'était la chose à faire? Non, ce n'était pas la chose à faire. Est-ce que ces gens qui ont cassé les boutiques en représailles, est-ce que c'était la chose à faire? Non, ce n'était pas la chose à faire. Mais quand ils ont vu ça, c'était la seule façon qu'ils avaient de manifester leur colère. Je ne peux pas là jeter la première pièce. C'est comme ça que le Cameroun fonctionne, malheureusement. Le nord-ouest et le sud-ouest. Ça fait partie des échecs de Paul Biya. Le nord-ouest et le sud-ouest? Le nord-ouest et le sud-ouest, ça fait partie des raisons pour lesquelles nous nous battons. C'est nos frères. Ils sont en guerre. D'accord. Et nous plaidons depuis pour que le problème soit réglé.
C'est-à-dire qu'on essaie de dialoguer avec eux. Et le dialogue tel qu'organisé, pour moi, ne correspondait pas à ce qui était attendu par ces gens-là. Vous ne pouvez pas imposer un dialogue et d'emblée, vous dites les sujets sur lesquels on vous attend, vous dites qu'on n'abordera pas ces sujets. Donc, il n'y a pas de dialogue. Et en passant, pourquoi on ne vous a pas invité au dialogue? Bah, écoutez, j'ai été invité indirectement, pour ne rien vous cacher. Je pense qu'il y a une personne qui m'a dit, si tu veux y aller, je peux m'arranger à ce que tu y ailles avec moi, on te paie le billet d'avion. Mais j'estime, comme je vous ai dit, le dialogue tel qu'organisé, ça ne correspondait pas à la physionomie. Et puis au moment où le dialogue était organisé, Paul Biya n'avait pas encore levé les sanctions sur ce que nous avions fait. Donc il y avait un risque que j'arrive au Cameroun, je me fasse cueillir. Bon, plus maintenant, mais il y avait un risque. Bon, Monsieur Anango, nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un message particulier pour Monsieur Kamto et ses alliés et pour toute la jeunesse camerounaise? C'est vrai que discuter avec vous, on pourrait rester jusqu'à X heure, mais nous avons des impératifs. Ouais, la table est en train d'être mise là, donc je m'apprête à y aller. Voilà, Il m'a beaucoup attendu, ouais. Le mot de la fin pour M. Kamto, ses alliés et pour la jeunesse camerounaise. Monsieur Kamto, si j'avais un conseil à lui donner, puisque beaucoup de gens vont m'expliquer qu'un ingénieur ne peut pas conseiller un professeur qui pourrait être mon professeur de mon professeur. C'est comme ça qu'on raisonne au Cameroun. Mais je rappelle que Maurice Kamto doit être un très grand professeur. Son directeur de campagne s'appelait Paul-Éric Tingué, qui n'est pas un professeur, mais qui est quelqu'un qui a une matière grise qui fonctionne très bien et qui est d'une extrême cohérence. Quelqu'un avec qui je suis en accord. Je peux vous dire que c'est d'ailleurs grâce à Paul-Éric Tingué qui me fait adhérer à Maurice Kamto. Si je dois donner un conseil à Maurice Kamto, c'est clairement de se désolidariser de tous ces partisans qui disent de la haine. Il n'est pas ça, Maurice Kamto. Il n'a jamais eu des propos de haine. Mais malheureusement, on lui attribue beaucoup de propos de haine parce que ces partisans le font et il n'y a pas un stop derrière. Il faut rappeler que dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que si je me fie au résultat de Maurice Kamto et non pas celui que Paul Biya a proclamé, 1 300 000 personnes ont voté pour lui. Auraient voté pour lui. Pardon, il faut parler au conditionnel, c'est important. Rappelons que le Cameroun, c'est 25 millions d'habitants. 17 millions de personnes ont plus de 18 ans. 14 millions de personnes ont plus de 21 ans. Il me semble qu'on vote au Cameroun à l'âge de 21 ans. 6 millions étaient inscrits sur les listes électorales. Donc, il y a 8 millions qui ne sont pas partis s'inscrire. 4 millions au total sont allés voter. Un peu moins de 4 millions, pardon, sont allés voter. Ce qui veut dire qu'en toute objectivité, Maurice Kamto, pour être légitime, doit draguer 14 millions, moins 1,3 million de personnes qui ont voté pour lui. C'est-à-dire que convaincre ceux qui ne sont ni allés voter pour Paul Biya, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas allés voter pour Paul Biya, mais qui ne sont pas allés voter pour Maurice Kamto non plus, qui ne se reconnaissaient donc en aucun de ces gens-là. Mais de les rassurer qu'ils proposent une alternative. C'est comme ça qu'on va adhérer, on va faire les Camerounais adhérer à notre cause. Le discours des gens, des partisans Maurice Kamto sur Internet est un discours de séparation, de haine, malheureusement, qui ne rassure pas et qui n'est pas de nature à aider Maurice Kamto. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne suivent pas. Les gens ne suivent pas. Voilà. Maurice Kamto ne pourra pas gagner, convaincre les Camerounais s'il ne se focalise qu'à ceux qui ont voté pour lui. Je ne crois pas que ce soit sa démarche, mais beaucoup de gens dans son entourage ont l'impression que les 1,3 million de personnes qui ont voté pour lui, c'est suffisant. Non. Il y a 12,7 millions adultes camerounais qui n'ont pas voté pour Maurice Kamto, qui ont voté soit pour Paul Biya ou qui n'ont pas voté du tout. Mais en tout cas, qui ne se sont pas reconnus à Maurice Kamto. Donc, Maurice Kamto ne représente pas la majorité en l'État. Et la phase de la résistance aurait eu pour but de convaincre. Est-ce qu'ils y sont arrivés? Évidemment, non. J'ai vu un gars du MRC expliquer à un boulou que quand nous, on va prendre le pouvoir, même gardien de prison, vous n'allez pas être. Avec ce genre de discours, je suis désolé, vous ne pouvez pas convaincre les gens. Voilà. Et Maurice Kamto doit soigner ça dans son entourage. Monsieur Serge Anango, merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. À très bientôt, monsieur le Premier à toute la famille. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Au revoir. Ciao.
Je trouve que c'était M. Serge Anango qui nous a fait l'honneur d'être invité sur Feedback. Entre-temps, portez-vous bien et à très bientôt. Bonsoir à Orphanos, à Manuel Lapierre et à tous les enfants qui sont de l'autre côté, qui attendent toujours un geste de notre part. Merci bien et à très bientôt.